Pour introduire la table ronde, j'aimerais vous dire un peu comment le comité scientifique fonctionne. Pour commencer le travail d'une nouvelle session, on se réunit dans la ville qui va accueillir le congrès. Et en fait, c'est la ville qui détermine le thème, le fil conducteur. Et les discussions nous ont amenés avec Joël Bouffiez et Bernard Garrigue aux missions de l'hôpital et à leurs évolutions. L'hôpital qui innove, qui fait évoluer les connaissances, qui fait évoluer la médecine, qui transmet les compétences et l'expertise. Il change, il s'adapte, on l'a vu ce matin, il augmente sa productivité quand on lui demande. Il travaille sa qualité aussi, régulièrement. Il est la colonne vertébrale de notre système de santé. Et plus encore, il fonde un peu notre modèle social basé sur la solidarité. On en a parlé ce matin. Il est souvent malmené par les médias et dans le même temps, il reste plébiscité par la population qui y recourt sans hésiter et de plus en plus. Alors évidemment, des défis l'attendent. Nous l'avons vu l'année dernière à Strasbourg et on en a reparlé ce matin. Et notamment sur les évolutions de la médecine, sur la gestion, le numérique. Il y a plein de défis qui nous attendent. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les professionnels sont pris par le doute. Ils sont en quête de sens, ils s'interrogent de plus en plus sur leur rôle et on parle même de choc de défiance ce matin. Alors, ces missions, quelles sont-elles? Sont-elles partagées par tous les acteurs? Les pouvoirs publics, l'assurance maladie. Au passage, l'assurance maladie qui était invitée dans cette table ronde, mais que nous n'avons pas réussi à faire venir s'exprimer. La population, les usagers. Et ces missions sont-elles en train d'évoluer plus vite que ce qu'on pensait? Et qu'attend-on de l'hôpital? Alors, cette table ronde, tout comme les deux journées, ça n'est qu'un coup de projecteur. On n'a pas l'ambition de répondre complètement à toutes les questions, mais c'est quelques coups de projecteur qu'on a voulu vous fournir à travers cette table ronde. Voilà. Merci Gabriel. Lorsqu'on a créé ce séminaire il y a 20 ans, très exactement, on était parti sur des questions autour des outils internes de management. Et on voit combien les outils nous ont conduits à évoluer et combien on arrive aujourd'hui au cœur stratégique du développement de l'hôpital, d'où cette table ronde, l'évolution des missions de service public de l'hôpital. Alors, pour en parler, nous avons des invités que je vais présenter. Tout d'abord, Claude Darcourt. Monsieur Darcourt, vous êtes préfet, actuellement directeur général de l'ARS PACA. Vous avez été auparavant directeur général de l'administration pénitentiaire. Je n'ose pas penser qu'il y a un lien entre vos deux fonctions. Et vous avez dirigé l'ARS de Haute-Normandie, puis l'ARS de Lorraine, avant de devenir directeur général de l'ARS Grand Est. Madame Claude Rambaud, vous êtes représentante des usagers de la santé, administratrice du collectif associatif France Assos Santé et vice-présidente du Lien. Le professeur Israël Nizan, gynécologue obstétricien, chef de service et chef de pôle aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, professeur de médecine à la faculté. Israël, tu es cofondateur du Forum européen de bioéthique et actuellement président du Collège national des gynécologues obstétriciens. François Crémieux, directeur d'hôpital, depuis 2014, directeur des hôpitaux universitaires Paris-Nord, Val-de-Seine, en charge du projet de reconstruction du campus hospitalo-universitaire du Grand Paris-Nord. Et tu as été conseiller auprès de la ministre de la Santé en charge de la stratégie nationale de santé. Et puis Clémence Mimpin, directrice d'hôpital, depuis 2016, chef de projet ministériel sur les groupements hospitaliers de territoire. Et tu as été préalablement en charge des coopérations et de la télémédecine à la DGOS. Alors pour engager cette table ronde autour du sujet, je voudrais poser à chacun la question suivante. L'hôpital se transforme, l'hôpital public évolue de façon considérable, on l'a entendu ce matin. Est-ce que l'évolution de l'hôpital public engage une évolution des missions de service public qu'il a la charge d'assurer?
Alors, je vous propose peut-être, Monsieur Darcourt, de commencer. Et on va être rejoint tout à l'heure par le sénateur Alain Milon. J'ai une interrogation sur la question elle-même et plus exactement sur son sous-ensemble mission de service public. Et je voudrais prendre une approche un peu macro avant probablement qu'on rentre dans des approches plus micro et plus sur l'hôpital lui-même. Mon approche macro, elle consiste à dire que la France est le seul pays en Europe qui solvabilise tous les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés non lucratifs ou qu'ils soient privés. Ça n'est pas le cas ailleurs. En Allemagne, le privé, celui qui va dans une clinique privée pure, n'est pas couvert par le système assurantiel public. Et à partir du moment où on dit que le financement de l'assurance maladie permet de solvabiliser à la fois l'acteur et le patient, je ne vois pas en quoi certains s'exonéreraient de tâches de service public, les uns plutôt que les autres. Le deuxième commentaire, c'est qu'une fois qu'on a posé ce principe d'unicité du service public, et donc on a une approche qui n'est plus statutaire mais fonctionnelle, c'est que nous sommes soucieux, nous, ARS, de constater des phénomènes de divergence entre acteurs, c'est-à-dire des positionnements, une forme d'asymétrie dans les positionnements. Les uns se mettent sur de la chirurgie, sur des spécialités dont la rémunération est intéressante, s'exonèrent d'un certain nombre de contraintes, ne sont pas dans les permanences des soins. Et puis l'autre, le public, il a les maternités, il a la médecine et il est prié de couvrir ce que son voisin ne fait pas. Cette situation-là me semble extrêmement préjudiciable, encore plus quand on fait référence à mon premier commentaire. Le troisième, et après ça j'aurais posé selon moi les termes du débat macroéconomique, c'est que cette situation de divergence que nous constatons à l'œuvre tous les jours, cette forme de mauvaise spécialisation, le seul moyen d'en sortir, c'est de parler de complémentarité des acteurs. Et dans une approche de territoire, ce qui pose la question du lien avec le dispositif GHT, mais dans une approche de territoire, faire en sorte que les acteurs agissent de manière complémentaire parce que tous participent à, pour moi, les mêmes missions de service public. Et pour répondre à votre question tout de même in fine, tous sont confrontés aux mêmes enjeux dans l'évolution de l'hôpital, c'est-à-dire la spécialisation avec la dialectique, avec la proximité, et puis le deuxième phénomène qui est l'hôpital est structurant, mais il se déstructure lui-même puisqu'il a tendance à externaliser de plus en plus de prestations que pendant longtemps il a assuré lui-même. Et voilà, je n'en dis pas plus à ce stade, on pourra. Et un dernier point peut-être, c'est de dire que dans ce contexte, il faut que l'hôpital public, qu'on lui lève un certain nombre d'handicaps qui pèsent sur lui, des contraintes qui ne sont plus justifiées aujourd'hui et qui l'empêchent d'être à parité et à égalité d'efficience avec le secteur privé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser ce débat-là. Si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas très bien quand est-ce qu'on le poserait. Alors moi, je crois que ta question, Marc, elle pose aussi la question de la régulation. Ce matin, on l'a vu dans les différents exposés, l'hôpital se transforme. C'est de moins en moins un centre de lit, de plus en plus un centre d'équipement et surtout un centre d'expertise et de ressources. Ça pose nécessairement des questions de régulation. Comment, et Claude Darcourt vient de l'indiquer, comment on régule et on accompagne cette transformation avec une question sous-jacente qui est est-ce que c'est la régulation qui s'adapte à ces transformations ou est-ce que c'est la régulation qui va induire ces transformations? Ces questions, elles sont nombreuses. Dire que l'hôpital, c'est de moins en moins un centre de lit, mais de plus en plus un centre avec des équipements biomédicaux et des compétences humaines, ça pose des questions de comment on régule, on accompagne et on soutient, par exemple, un modèle d'investissement.
là où on a beaucoup fait sur des murs, comment on se pose des questions sur du biomédical, sur du numérique, et on voit se dessiner déjà des évolutions, notamment dans le grand plan d'investissement, avec un axe très fort sur le numérique et 420 millions d'euros qui sont dédiés sur le numérique des établissements de santé. Donc on voit des choses de ce type. On voit aussi les questions de régulation qui se posent sur le modèle de financement des établissements par rapport à cette transformation de l'hôpital dont on a discuté toute la matinée. Et en fait, pour continuer et aller plus loin que ce que vient d'introduire mon voisin, la question qui se pose, c'est comment on peut faire de l'hôpital un lab pour expérimenter. On sait que l'hôpital est un territoire pour créer des innovations techniques, des innovations thérapeutiques. On parle de plus en plus aujourd'hui d'innovation organisationnelle. On l'a vu aussi dans les présentations de ce matin, il y a peut-être aussi de l'innovation culturelle à créer et à encourager au sein des établissements de santé. Et donc, comment aujourd'hui on se met en condition pour non plus dicter et édicter un modèle, mais susciter cette part d'innovation qui va elle-même, du coup, poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une mission de service public hospitalier, qu'est-ce que c'est qu'un établissement de santé. Aujourd'hui, on essaie d'y aller dans une méthode de régulation. Alors, je ne peux pas m'empêcher, bien entendu, de vous parler des groupements hospitaliers de territoire, qui a été en quelque sorte un juste équilibre entre une réforme conduite de façon un petit peu dirigée, un calendrier très exigeant, des jalons bien définis, homogènes pour tous, et quelque part, le fait d'avoir en quelque sorte donné les clés de la maison aussi aux hospitaliers qui ont été quand même relativement libres dans l'élaboration du projet médical partagé, qui est un projet pour penser le territoire du point de vue de l'hôpital, et sur lequel aujourd'hui on se rend compte qu'on a 135 groupements hospitaliers de territoire qui sont extrêmement hétérogènes. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il faut aussi qu'on apprenne à composer avec ça. 135 groupements hospitaliers de territoire qui sont très hétérogènes, 135 projets médico-soignants partagés qui sont très hétérogènes aussi dans la profondeur de la transformation qu'ils induisent, dans l'approche et la conception du territoire. Et donc tout cela doit nécessairement nous amener à nous interroger sur comment on régule cette transformation de l'hôpital pour la susciter et pas simplement réagir à une transformation qui nous précède et à laquelle on essaie de s'adapter parfois avec 5-10 années de retard. Et donc moi, je voudrais porter un message un petit peu enthousiaste d'actualité. Et je ne peux pas m'empêcher de parler donc, du fameux article 35 du PLFSS qui vise à consacrer cette responsabilisation de l'offreur de soins. C'est l'hôpital, c'est le groupement hospitalier de territoire, c'est l'établissement privé, c'est l'offreur libéral, c'est le groupe constitué de l'ensemble de ces offreurs, c'est le médico-social à qui on souhaite désormais faire confiance pour construire les politiques publiques de demain. Donc vraiment, il me semble que cette transformation de l'hôpital, la première chose qu'elle a appelée, c'est une transformation de la façon dont on pense la régulation pour faire de l'hôpital, comme peut-être d'autres ensembles d'offres de soins, un véritable lab pour concevoir ces politiques publiques. Donc, je représente les usagers de la santé. La parole que je porte là est une parole collective. Notre collectif, aujourd'hui, France Asso Santé, je mettrai France en grandes lettres aussi d'ailleurs, représente 72 associations. Donc, pour nous, on n'est pas du tout dans le lab, on est dans les besoins des patients. Donc, sur votre question, je répondrai par rapport à ce que nous avons cru percevoir de l'ensemble de nos adhérents, un peu plus de 15 millions, pour ceux qui arrivent à s'exprimer, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, quels sont leurs besoins par rapport à l'hôpital public et comment éventuellement nous pouvons penser au collectif que vont évoluer ces missions. La première chose, c'est l'accès aux soins. Donc, je ne fais pas partie et nous sommes un peu partagés là-dessus, mais en règle générale, nous ne pensons pas que nous sommes dans un système
l'hôpital est dans un système et que dans ce système-là, nous sommes trop hospitalo-centrés. Et nous disons au contraire que certes, il y a de la haute technologie, il y a des progrès assez extraordinaires, mais il y a aussi un maillage d'établissements assez remarquable en France qui permet aux patients, je ne parle pas pour le Sud dont vous faites partie, parce que vous êtes bien doté en soins de premier recours, en médecine de ville, je ne parle pas non plus pour les grosses agglos, mais je parle pour les autres. Ayant un pied à Paris et 2 pieds en région, je peux vous dire que quand on est dans une région où on manque d'accès aux soins de ville, on est content de trouver quelque part un accès aux soins permanent, 24 heures sur 24, avec tous les inconvénients que l'on dit. Et hier, dans La Montagne, ma presse régionale, il y avait tout un article sur la suppression de l'accès aux urgences de tous. OK, d'accord, mais on fait comment? Donc, moi, je veux bien, mais il faut donc, premièrement, mission de service public, c'est garantir l'accès, la possibilité d'un accès aux soins pour tous, quel que soit son âge, sans discrimination aucune. Pour nous, cet accès à des soins de première ligne qu'assure l'hôpital public et qu'il doit assurer dans le système actuel, parce que son évolution, c'est aussi son évolution par rapport à la population, c'est absolument primordial. Et deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation d'explosion, on le sait, ça commence, mais ça va, avec le vieillissement de la population, ça va s'accentuer, de ce que l'on appelle les maladies chroniques. Donc là aussi, face aux maladies chroniques, l'hôpital va avoir une mission de service public. Il a une mission de prise en charge, effectivement, déjà, dans les soins directement, mais il peut aussi jouer un rôle très important de repérage et de dépistage, et notamment sans doute s'orienter vers une prévention primaire qui ne serait pas une prévention médicamentée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans tout un système, on traite des risques de maladies bien plus, si on prend des échelles épidémiologiques, c'est-à-dire en grande quantité de la population, plus de 65 ans, bien plus que de la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'avec les effets de baisse de seuil des normes biologiques et radiologiques, on arrive à traiter des gens qui ne sont pas malades. Donc gardons les traitements durs et médicamenteux ou autres et interventionnels pour des vrais malades, de façon à avoir des ressources suffisantes, parce qu'on va aborder d'autres questions tout à l'heure, où on voit bien qu'il y a des traitements innovants qui vont coûter très cher. Il faudra bien faire des choix. Donc l'hôpital a un rôle primordial à jouer dans le dépistage, le repérage et les évolutions de la médecine qui doit aller beaucoup plus vers la prévention primaire. C'est d'ailleurs une des intentions exprimée par la ministre dans le niveau 1 de la stratégie nationale de santé. Et je me raccrochais à quelque chose qui est là-dessus. Vous allez me dire comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce matin, en fin de matinée, on a eu un intervenant absolument remarquable qui a parlé de ce qui se fait aux États-Unis, en particulier à Los Angeles. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à Los Angeles, vous pouvez déjà aller jusqu'à Manchester, où ils ont des tableaux absolument extraordinaires, dans lesquels ils suivent les populations à risque, et dès qu'ils ont des signaux, ils interviennent. Ce sont des tableaux de bord numérisés, etc. C'est vraiment remarquable. Il faudrait les faire venir un jour et voir ce qu'ils font, parce que là, on trouve de la ressource. Et ils interviennent donc précocement sur ces personnes avec des systèmes de prévention primaire parce qu'ils détectent des risques. Ils ont diminué de 40% les recours aux urgences et de presque 60% les recours à l'hospitalisation. Donc, c'est évalué. Pardon ? Oui, mais c'est en lien quand même. C'est en lien quand même. Donc, il y a des façons de faire qui vont désengorger les établissements de santé, qui vont permettre de prendre en charge d'une façon différente. Donc, troisièmement, je voudrais vous parler aussi, puisqu'on parle des évolutions de l'hôpital, les GHT. Les GHT, ok, très bien, mais il faut voir le GHT, bénéfices et risques. Donc c'est très important et il faut absolument se doter d'outils que nous n'avons pas aujourd'hui, mettre des indicateurs sur les filières, parce qu'il y aura une certaine contrainte quand même, pas tout à fait tout de suite, mais si on arrive à faire du financement au parcours, le patient risque bien d'être quelque part, entre guillemets, prisonnier de son GHT, tout en sachant que le privé est là et qu'il y a d'autres pistes. Mais néanmoins, donc c'est très important pour l'accès à des soins à tarif opposable, évidemment, à l'intérieur du GHT, puisqu'on est dans le public, que l'on se dote
d'indicateurs sur ces filières et qu'on y pense très tôt. Ce n'est pas une fois que les choses seront en cours. Il faut savoir le point zéro d'où on part et où on va. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose que je voudrais vous dire dans cette évolution de l'hôpital, qui est liée bien sûr à la population, avec ces 80% d'ambulatoires qu'a demandé la ministre, je crois. 80% d'ambulatoires. Les DMS de plus en plus courtes, avec des techniques de réadaptation anticipée, accélérée, on dit réadaptation accélérée ou réhabilitation précoce, comme vous voulez, c'est-à-dire que les patients repartent chez eux extrêmement vite. C'est donc très important aussi d'avoir des systèmes d'organisation du retour à domicile, de façon à ce que dans le bénéfice-risque, on reste bénéficiaire d'avoir mis les patients hors les murs, c'est très important. Et là aussi, si on veut des modèles ailleurs, il y a des équipes de managers, notamment aux États-Unis, dans les HMO, qui s'occupent de ça. C'est-à-dire et l'hôpital, à ce moment-là, a un lien avec l'extérieur, et c'est très important que l'hôpital s'ouvre sur les autres acteurs. Et vous évoquez tout à l'heure l'article 35, et l'article 35, effectivement, va permettre des complémentarités avec d'autres acteurs. Je dirais on en parlait tout à l'heure, que dans cet article 35, ce serait bien aussi que les patients, à travers leurs représentants et eux-mêmes, quand ils peuvent le faire, participent à ce qui va se construire. Bonjour à tous. Ma contribution à la discussion, au moins en introduction, va être très opérationnelle et très pragmatique. J'ai la chance en ce moment, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, de porter un des grands projets de restructuration hospitalière en France, puisqu'on va, à échéance de 7-8 ans, reconstruire 2 des gros hôpitaux parisiens, Bichat et Beaujon, sur un même site, à Saint-Ouen, au même titre et en même temps que l'Université Paris 7. Au total, ça va faire un campus qui sera probablement visitable en 2025 et un engagement d'argent public d'environ 1 milliard d'euros. Cette introduction pour vous dire que quand on s'est posé la question de savoir ce que serait l'hôpital du futur que nous allions donc reconstruire, on a eu un échange assez technique en interne à l'hôpital pour se demander évidemment combien de lits, combien de salles, combien de places, combien de blocs, etc. On a fait l'exercice suivant que tous dans la salle vous comprendrez très facilement. On a pris le case mix 2014, on l'a augmenté de la démographie des 10 prochaines années, on l'a tordu un peu pour prendre en compte le vieillissement de la population du nord de Paris. On l'a tordu encore un peu plus pour prendre en compte l'évolution connue de l'offre de soins alentour. Et on est arrivé à un case mix un peu déformé 2014. À ce case mix 2014, on a appliqué les meilleures pratiques possibles. Et on s'est posé la question, indépendamment du modèle économique dans lequel nous évoluons les uns et les autres aujourd'hui, quel serait l'hôpital qui répondrait aux meilleures pratiques possibles pour répondre aux besoins de la population, besoins hospitaliers de la population du nord de Paris, avec ce case mix 2014, augmenté de la démographie, tordu du vieillissement et tordu un peu de l'offre de soins alentour. On est arrivé à la conclusion qu'on aurait besoin de 35% de lits en moins. Je vous le dis là de manière assez tranquille, et ce n'est pas obligé que ça reste entre nous. J'ai bataillé pendant des heures avec la CME, la commission médicale et les médecins de l'hôpital pour les convaincre de ça. Et donc on a passé des heures le soir en CME à se convaincre que techniquement le raisonnement était juste et qu'à plein de conditions théoriques, on pouvait faire l'activité de 2014, celle que je vous l'ai décrite, avec 30% de lits en moins. Deuxième étape, avec les médecins et mes collègues de l'équipe, il a fallu qu'on se convainque qu'il était légitime de viser cet objectif-là. Sur le thème, on n'est pas obligé d'être les meilleurs en France, on n'est pas obligé d'avoir que des bonnes pratiques, peut-être qu'on sera très bon dans certaines disciplines et pas dans d'autres, et on a fini par se convaincre que 1 milliard d'euros d'argent public, 750 ou 800 millions d'euros pour l'hôpital, nous obligeait à faire cette hypothèse que nous allions reconstruire l'hôpital idéal dans un monde idéal et pour une prise en charge idéale dans le nord de Paris. Le lien avec la discussion et avec vos travaux et les réflexions de ce matin et les travaux de cet après-midi, c'est qu'en 2025, il peut se passer 3 choses dans le nord de Paris. La première, c'est une catastrophe en termes de santé publique, parce que si les règles d'aujourd'hui sont maintenues et si les organisations d'aujourd'hui sont maintenues en 2025, alors les conditions théoriques auxquelles nous avons au travers desquelles on a fait passer notre case mix 2014 ne seront pas réunies. Et si les conditions théoriques ne sont pas réunies, alors comme aujourd'hui, on aura besoin des 30% de lits qu'on envisage de ne pas construire et que nous utilisons bien en 2014, 2015, 2016. Et donc la première hypothèse, elle serait dramatique pour les quartiers nord de Paris, c'est que si nous ne changeons pas le système, si nous ne réunissons pas les conditions à ce que la théorie d'aujourd'hui devienne la pratique de demain, alors on aura une catastrophe de santé publique. Il y a une deuxième hypothèse, encore plus inquiétante pour le directeur d'hôpital que je suis, qui est la catastrophe économique pour l'hôpital, que je dirigerai peut-être encore en 2025, j'en sais rien. Pourquoi une catastrophe économique ? Parce que parmi les conditions théoriques à réunir, il faudra par exemple
que l'hôpital subventionne des soins un peu plus lourds dans tous les SSR alentours pour faire en sorte que des patients qui ne sont pas hospitalo-requérants au sens MCO, mais qui sont SSR requérants avec des pompes à morphine, avec de la nutrition parentérale, qui peuvent très bien être faites en SSR, mais dont aujourd'hui le modèle économique correspond mal, alors il faudrait qu'on les subventionne. Il faudrait éventuellement qu'on subventionne des hôtels hospitaliers ou l'équivalent pour des patients qui doivent dormir pas loin, mais pas forcément à l'hôpital. Il faudra probablement qu'on subventionne la médecine de ville pour faire en sorte que la médecine de ville organise le fait que les patients n'arrivent à l'hôpital que quelques heures, une demi-heure, 20 minutes, une heure avant le premier acte intellectuel ou technique qui correspond à ce que l'hôpital sait faire, et pas 24 ou 48 heures avant. Et donc l'alternative, si le modèle économique ne change pas, serait que l'hôpital de demain se retrouve à devoir financer sur ses fonds propres toutes les conditions à réunir pour que, en amont, en aval et à côté, les conditions économiques théoriques soient réunies pour qu'on puisse prendre en charge les patients avec, encore une fois, même qualité de soins et 30% de lits au moins. La seule alternative crédible est la dernière, c'est de faire en sorte que les réflexions du matin et de cet après-midi se transforment concrètement dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent dans des changements de système. Il faudra qu'on puisse financer par exemple 3 hôpitaux de jour successifs. Le nombre de gens qui aujourd'hui sont en hôpitaux de semaine dans nos structures, qui ne dorment à l'hôpital que parce qu'on a besoin d'eux pour eux 3 jours de suite, est important. Il faudrait donc demain qu'on change le mode de tarification pour faire en sorte qu'on puisse aligner 3 journées pleines et entières d'actes techniques et intellectuels hospitaliers au profit d'un patient sans avoir besoin de les y faire dormir. Il faudrait demain qu'on finance la médecine de ville de manière telle qu'elle puisse consacrer du temps, de l'énergie et des moyens à préparer l'arrivée à l'hôpital dans de bonnes conditions et dans 3 jours et non pas dans de mauvaises conditions et par les urgences. Il faut qu'on change le modèle des relations entre l'hôpital et le SSR, sinon demain personne n'aura intérêt à faire en sorte que le patient sorte quelques heures après le dernier acte intellectuel ou technique dont l'hôpital est redevable et le plus rapidement vers d'autres structures. Je peux continuer avec les exemples, vous les avez en tête, c'est vrai pour l'HAD, c'est vrai pour les SIAD, c'est vrai pour toutes les structures qui sont autour de l'hôpital. Et donc ma contribution un peu au réveil de l'après-midi et au raisonnement qu'on va avoir, aux discussions qu'on va avoir, c'est qu'il y a urgence à ce que les discussions un peu théoriques que nous avons aujourd'hui et dont on comprend que la rigidité à leur mise en œuvre, c'est le fait qu'elles sont inadaptées à nos structures hospitalières actuelles et que autant moi j'en ai besoin urgemment pour 2025 parce que l'hôpital sera adapté à ce modèle nouveau, autant ces modifications-là sont parfois assez peu adapté à notre structure hospitalière d'aujourd'hui. Il y a donc un choix à faire. Soit on fait l'hypothèse que notre système restera à peu près le même, et alors il ne faut pas qu'on change notre offre de soins, il faut qu'on reconstruise 30% de lits en plus dans l'hôpital Nord. Soit on fait l'hypothèse que demain on a des hôpitaux modernes pour un système de santé moderne, et alors il faut qu'on anticipe rapidement le changement des règles pour que l'hôpital Nord soit dans un environnement économique qui lui convienne, et qu'on accompagne tous ceux d'entre vous qui n'ont pas la chance de reconstruire des hôpitaux neufs pour qu'ils puissent prendre le chemin entre un hôpital et un modèle économique d'aujourd'hui vers un système d'offre de soins territorialisé et avec des règles nouvelles demain. Voilà en guise de contribution. Merci. J'ai du plaisir à être là parce que, en tant que médecin, de voir qu'il y a une réflexion sur l'hôpital me rend optimiste. Je suis à la fois très fier et j'ai peur. Fier parce que je trouve que dans l'hôpital où je suis, il y a une excellence de soins. Et que quand je regarde la photographie de ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, il y a des progrès incroyables qui se sont faits en matière de qualité des soins, de bientraitance, d'accueil, de gentillesse des équipes. Donc je suis très fier d'être dans un pays où quelqu'un qui est sans domicile fixe puisse avoir une greffe cardiaque. Ça me rend fier. J'ai peur parce qu'on est confronté à des grands disrupteurs. Disrupteurs, ce n'est pas des interrupteurs, c'est des boutons qui changent la donne. Et c'est toujours difficile. C'est Pierre Dac qui disait « la prédiction est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir ». Je suis assez d'accord avec cette phrase, mais les grands disrupteurs qui sont devant nous sont les suivants de mon point de vue. Pas assez de médecins. On a remplacé dans les prévisions un médecin qui s'en va par un médecin qui arrive, sans compter sur le fait qu'une femme qui a 2 enfants ne prend plus de garde dans une salle d'accouchement, et que les gens qui faisaient 70 heures par semaine, je l'ai fait, demandez voir à nos chefs de clinique de faire 70 heures par semaine, ils vont vous rire au nez en disant « vous êtes notre contre-exemple si vous croyez qu'on a envie de vivre comme ça ». Donc la jeunesse ne veut plus de ce que nous avons vécu. Donc ce n'est pas un remplacement 1 pour 1, c'est un remplacement 2 pour 1 qu'on aurait dû calculer. Or,
Il faut 12 ans pour fabriquer quelqu'un qui a la maîtrise d'une salle d'accouchement, par exemple. Et donc, on rentre dans 12 années extrêmement difficiles. On ne sait pas trop comment on va gérer. Deuxième disrupteur, l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de métiers qui ne vont plus être faits par les médecins. Je regardais l'autre jour un article sur la dermatologie. Un ordinateur fait mieux pour reconnaître un mélanome qu'un dermatologue patenté. Et pareil pour une radio du poumon. Les radiologues vont changer de métier. Et il va y avoir du transfert de tâches. Deuxième disrupteur, la médecine prédictive. Loin de diminuer les coûts, elle va les augmenter. Lorsque vous aurez des milliers de personnes qui vous diront « Moi, je suis à risque d'infarctus à l'âge de 50 ans. Pour l'instant, j'ai rien, mais j'ai le risque. Et j'ai le risque d'avoir une colopathie cancéreuse à l'âge de 60 ans. J'ai 78% de risque. » Je peux vous dire qu'en termes de suivi médical, on ne sait pas trop comment on va faire. Et la prévention dont on imagine qu'elle pourrait faire des économies ne va pas faire les mêmes économies que les dépenses que va nous entraîner la médecine prédictive. Troisième disrupteur très grave, et en tant qu'accoucheur, je peux vous dire, parce que j'ai passé un très mauvais été sur les violences obstétricales, l'exigence croissante des patientes. C'est devenu quelque chose d'extrêmement important, et la parole se libère, et les réseaux sociaux sont là. Les patients sont de plus en plus exigeants, vieillissent, sont un peu plus malades, et c'est un gros disrupteur que nous avons. Enfin, il y a la télémédecine qui va bouger les lignes, et je pense également à l'augmentation des maladies chroniques. 20 millions de malades chroniques dans notre pays. Plus l'âge augmente, plus les maladies chroniques sont là. Faible attractivité des hôpitaux, avec des médecins qui vous disent qu'ils préfèrent s'en aller plutôt que de vivre les tracasseries de la vie dans un hôpital. Moi, je leur dis, pour rester à l'hôpital, il faut être tenace, avoir des projets, les avoir bien chevillés au corps. Ils disent, mais pourquoi ? Je vais m'installer juste à côté de l'hôpital et ce sera beaucoup plus facile. Donc, j'ai du mal à retenir mes praticiens parce que l'hôpital leur dit, il faut que tu sois très travailleur, désintéressé et compétent. Il y a forcément un adjectif qui finit par lâcher. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, les personnels infirmiers sont les plus mal payés de l'OCDE. Je parle également des sages-femmes. Et être dans un hôpital où on a des contraintes sans avoir la liberté de s'adapter et en plus être fort mal payé, ça devient de plus en plus difficile. Alors, les grands dysfonctionnements, pour moi, et Claude Darcourt l'a déjà dit, c'est la séparation contre-productive du public et du privé. On est tous payés par la sécurité sociale, on a tous les mêmes contraintes, on devrait avoir tous les mêmes contraintes, et on devrait tous avoir les mêmes règles. Donc il y a là quelque chose qui, moi, me surprend, et je pense qu'il faut qu'on arrive à vider cet abcès-là. Mais il y a une autre chose qui me surprend, c'est les 500 mutuelles de notre pays, qui dépensent 7 milliards de publicité tellement elles se font de la concurrence. C'est juste les 7 milliards qui nous manquent pour faire fonctionner correctement la sécurité sociale. Donc moi, je n'aurais pas mis les mutuelles sur le créneau de la concurrence à la sécurité sociale. Je n'en aurais pas fait des complémentaires, j'en aurais fait des supplémentaires. Pour payer ce que le panier de soins qu'on a décidé tous ensemble collectivement ne paiera pas. Je vais vous donner un petit exemple, l'homéopathie. Je n'ai rien contre l'homéopathie, mais c'est 200 millions d'euros. On pourrait demander aux supplémentaires de la payer. 200 millions d'euros pour la sécurité sociale. Les cures, 400 millions d'euros. Les médicaments remboursés à 15-30%, c'est-à-dire des médicaments inefficaces. On est quand même le seul pays au monde à dire, puisque le médicament est efficace, on le rembourse moins. Ça surprend notre entendre. 1 milliard, les médicaments de 15 à 30%. Voilà des petites économies qu'on peut faire tout de suite. Et je pense que c'est un petit peu choquant pour un médecin à qui on compte les ampoules de traitement de l'accouchement prématuré qui sont chères, d'entendre que l'homéopathie est remboursée, alors qu'il n'y a aucune preuve médicale de son efficience. Il faudrait dissocier les fonctions hospitalières des fonctions universitaires. Je connais des PUPH qui sont de très bons chercheurs et de très mauvais chefs de service ou chefs de pôle. Chez nous, on a réglé le problème. On fait une élection. Chef de service,
les PH votent à bulletin secret. Chef de pôle, les PH et les PUPH votent à bulletin secret et on donne au président de la CME et au directeur général de l'hôpital le résultat de notre vote. Et je peux vous dire que parfois, tout le monde regarde qui va le mieux diriger. Et c'est des mandats de 4 ans, renouvelables une fois. On a vidé la fonction de chef de service de sa fonction honorifique, de sa partie honorifique, et c'est très bien ainsi. Le paiement à l'acte et la T2A à 100%, des catastrophes. Naturellement inflationnistes, en privé comme en public. Je pense que si on arrivait à régler le problème du paiement à l'acte, on aurait beaucoup, beaucoup d'argent résiduel, tellement il entraîne des actes inutiles. La pertinence des soins, éviter la chirurgie inutile, je peux vous dire que si on arrêtait les 50% d'actes chirurgicaux inutiles dans notre pays, on se porterait aussi assez bien. Je pense aux endoscopies, je pense aux hystérectomies, il n'y a pas une discipline qui échappe. Et quand on est entre nous, dans les dîners du soir, dans nos sociétés savantes, on dit, mais moi j'avais l'impression, par exemple, qu'en orthopédie, il n'y avait pas d'actes inutiles. Ils m'ont dit, mais t'es le ravi de la crèche, toi. Bien sûr qu'on a plein d'actes inutiles chirurgicaux qui coûtent une fortune. Alors arrêtons-les. Il faudrait véritablement qu'on arrête également les enjeux politiques autour de la santé et des territoires. Les maires et les députés qui influencent sur les choix et sur les répartitions de moyens sans y mettre la main à la poche pour les financer, je pense que ça nous a coûté une fortune et ça va continuer de le faire. Je l'ai déjà dit, il faut arrêter de financer la pâte à médecine et résorber l'excédent important de lits d'aigus. Nous avons trop de lits d'aigus. Je vous le dis parce que dans mon pôle, vous savez, vous connaissez l'IPDMS, on a veillé à avoir un IPDMS parce qu'on voulait être des bons élèves, inférieur à 1. Mais on n'a pas été assez vigilant. À ça, l'IPDMS, il a 0,97 pour le pôle. Mais les lits, on ne sait plus quoi faire de nos lits. On a beaucoup trop de lits. Et vous savez quoi? Ce qui nous empêche d'aller plus loin dans cette logique, c'est qu'on a trop de lits, et ce sont des lits armés. Et l'autre jour, la cadre sup du service me disait, la nuit dernière, il y a eu 33 lits vides. C'est pas qu'on travaille moins, on travaille plus. Mais j'imagine ce mécanisme au niveau de toute la France, c'est catastrophique. Enfin, on n'a pas responsabilisé les patientes et les patients. Je pense que le libéralisme à tout crin, où chacun peut demander tout ce qu'il veut, et moi je vois des femmes qui font la tournée des docteurs tous les 3 mois et personne ne leur dit rien, je trouve que ça ne va pas. La prise en charge à 100%, elle n'est pas une bonne chose. Alors quelles sont les conséquences prévisibles de ces grands dysfonctionnements ? Eh bien, réduction massive de lits et de lits d'aigus, sûrement trop de CHU et de CH. On devrait faire des associations publiques-privées avec un arrêt de la prééminence de l'hôpital et une harmonisation des règles de fonctionnement. Arrêter l'empilement des charges sur l'hôpital public qui ne peut pas continuer d'assumer tout ce qu'on lui met sur le dos à budget constant. La régulation doit porter sur les débits plutôt que sur les coûts unitaires. Et il faudrait en finir avec la liberté d'installation, je le dis en tant que médecin, je le dis à mes internes. Certes, il faudra un peu de courage politique, mais on ne peut pas continuer comme ça. On pourrait dire en conclusion, j'ai 6 petits éléments de conclusion, je me suis marqué pour ne pas les oublier. Premièrement, fusion sous une forme ou sous une autre de l'hôpital public et de la médecine libérale, avec très nombreux ponts organisationnels entre eux. Deuxièmement, panier de soins et prévention solidaire qui soient payés à 100% par la sécurité sociale et le reste pour les assurances, non pas complémentaires, mais supplémentaires. Troisièmement, pertinence des soins et qualité des soins sont mieux que les parts de marché et la rentabilité. Pour analyser la qualité d'un service, je regarderai bien comment il utilise les moyens qu'on lui donne, plutôt que combien il fait de césarienne ou combien il fait d'hystérectomie. La bientraitance des équipes conditionne celle des patients. L'autre jour, il y a un collègue qui me disait qu'il avait fait 5 césariennes dans sa nuit et qu'il avait brancardé lui-même les patientes parce qu'il n'y avait plus de brancardier. Je peux vous dire qu'au petit matin, il était plus très gentil. Et donc, quand on est maltraitant avec les équipes, ces équipes deviennent maltraitantes. J'ai peur, vous disais-je, qu'on dégrade l'outil formidable dont on dispose. Enfin, j'aimerais qu'on promeuve
la recherche en acceptant de définir son biotope. On ne peut pas faire de la recherche dans un CH sans qu'il y ait une unité INSERM à côté. Donc, pour pouvoir faire de la recherche, il faut qu'il y ait un certain nombre d'institutions présentes et il faudrait arrêter de prendre l'argent de la recherche pour boucher le trou des hôpitaux. Faire de la recherche, c'est l'avenir, il ne faut pas injurier l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le calcul des moyens dont on dispose, qui est juste fait pour faire marcher les hôpitaux, on ne fera plus de recherche si on laisse les choses comme ça. Enfin, dernier point, j'aimerais bien que les directeurs d'hôpitaux qui sont entre le marteau et l'enclume ne soient plus des gens qui sont totalement menacés par les déficits. Tant on leur met des choses sur le dos et tant on leur dit au travers de l'ONDAM qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc cette injonction contradictoire mise sur les directeurs d'hôpitaux me fait un peu penser à celle des médecins à qui on dit faites, sans qu'on vous en donne les moyens. Et ça, je pense que c'est pas bien. J'ai peur pour l'avenir de l'hôpital. Merci beaucoup. Je pense que vous avez, par vos différentes interventions, parfaitement posé les termes du débat. Alors, j'ai une question en vous écoutant. Est-ce que le statut de l'hôpital public est une entrave à l'évolution de l'hôpital public autour des différentes hypothèses de travail ou des différents objectifs, soit théoriques, soit très pratiques, que vous venez de poser ? Je voudrais prolonger le caractère très disruptif du propos du professeur Inizan, parce qu'il a dit des choses très importantes. Dissocier le H et le U. Donc c'est la question des CHU, cette création de 1958, mais dont il faut effectivement reparler, c'est d'ailleurs l'intention de la ministre. Il a parlé également du lien avec le monde libéral, la médecine libérale, en faisant des propositions assez suggestives. Et puis, tout d'un coup, la disruption s'est arrêtée parce qu'on est sorti de ce qu'est le système assurantiel, en disant, au fond, on est dans un dispositif où la contrainte budgétaire ne se manifeste plus comme elle se manifeste. Ça veut dire qu'on sort de la contrainte assurantielle. On en est déjà à moitié sorti en France, puisqu'on a un système d'assurance qui crée du déficit, ce qui est contradictoire avec l'assurance. Et donc, moi, je vous propose d'autres disruptions qui, à mon avis, permettraient de ne pas trouver cette formule toujours magique qui est de dire, après tout, je sors de la contrainte budgétaire. Je pense qu'effectivement, il faut poser la question du statut de l'hôpital public. Et on vous demande, vous, hôpital public, d'être dans la même dynamique que le secteur privé ou privé non lucratif, mais vous avez au moins deux handicaps. Vous avez la question de l'aménagement du territoire, et on a le sentiment que cette contrainte ne pèse de la part des élus que sur l'hôpital public, et nous en savons quelque chose ici en PACA, et je suis outré quand on assimile l'hôpital public à un bureau de poste ou à une trésorerie générale. Et combien de fois ce raisonnement est présent ? On voit bien l'enjeu en matière d'effectifs, c'est une source d'emploi, mais enfin, l'hôpital public, c'est fait pour délivrer de la santé, et la question clé, c'est la qualité du soin. Ce n'est pas l'implantation en tant que telle et le nombre de postes. La deuxième contrainte qui pèse sur vous, je crois que maintenant il faut le dire, c'est le système statutaire. Et couplé à ça, le fait qu'aucune organisation au monde ne fonctionne, je le dis avec un profond respect pour le cœur du réacteur, qui sont les médecins, mais la diarchie, ça ne marche pas. Il suffit de voir d'ailleurs comment fonctionne le ministère de la Justice, les systèmes ou les palais de justice. La diarchie, ça ne marche nulle part. Il faut que dans une organisation complexe comme un hôpital, il y ait un patron. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment une interaction permanente, mais je pense qu'il faut réaffirmer ce point qui était dans la loi HPST. Et actuellement, on a des systèmes de diarchie ou de triarchie avec ce que j'appelle la logique des corporations, c'est-à-dire chaque métier a sa verticalité avec son représentant. Et après ça, il faut se réunir à 2 ou à 3 pour essayer de trouver des compromis. Je pense qu'aujourd'hui, cette question statutaire, elle est devant nous et qu'il faut que les fédérations la posent. Je constate qu'il y a un modèle qui est efficace, qui gagne des parts de marché, qui ne perd pas d'argent et qui est en conquête, il faut le dire, c'est le système privé non lucratif. Et je crois qu'il est temps de se poser le problème d'une forme de convergence entre le système public pur et ce qui, me semble-t-il, est un compromis
assez bien trouvé, d'ailleurs c'est ce qui existe dans les autres pays hors système Beveridge, hein, mais en Allemagne, c'est les systèmes des fondations, c'est-à-dire du privé non lucratif. Voilà, je pense que c'est pour répondre à la question de Marc Penaud, je crois que le moment est venu, et en tout cas nous le constatons, le dispositif actuel ne permet pas à l'hôpital public d'être dans la course et répondre aux enjeux qui ont été indiqués. D'ailleurs, François n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi une dimension de la réussite du projet qu'il conduit sur le nord de Paris. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question? J'essaie de rebondir sur la question du statut. Franchement, c'est une question qui me met toujours un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est un sujet, plus on en parle, plus on s'enfonce. Pardon pour l'auteur de la question, mais plus on en parle, plus on s'enfonce. Sur la question du statut des hôpitaux publics, on prend souvent effectivement l'exemple des PSPH. Je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge à savoir si le système des PSPH ou le mécanisme des PSPH fonctionne parce qu'il est bon ou est-ce qu'il fonctionne parce qu'il est minoritaire et complémentaire d'un système principal qu'est l'organisation publique. Je suis assez tenté de penser, notamment en région parisienne, que l'une des raisons du bon fonctionnement du système PSPH, c'est qu'il est complémentaire et minoritaire dans un système qui, par ailleurs, fonctionne principalement sur l'hôpital public, ce qui amène éventuellement à s'interroger sur le modèle est-il le bon modèle pour l'organisation à la fois généralisée et majoritaire du système. Ce n'est pas une réponse binaire que je fais, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention au fait que quand on s'identifie à des modèles qui ont pris une place particulière, encore une fois, petits, minoritaires, complémentaires, remarquables en termes de qualité, etc. Tout ce que je dis là est vraiment sans aucune acrimonie, bien au contraire, à l'égard de nos amis des PSPH, mais il y a quand même, je pense, cette interrogation-là à garder en tête. Deuxième remarque, quand on s'interroge sur le statut des hôpitaux publics, on s'interroge sur le code des marchés publics. Il peut sûrement évoluer, il n'empêche qu'on restera dans un pays dans lequel il faudra qu'on garantisse la légalité et la probité intellectuelle de tous les acteurs du monde des achats. Et donc, si ça ne s'appelle pas Code des marchés publics demain, il y aura probablement un système pas très différent qui garantira la juste et bonne concurrence de ceux qui contribuent aux achats hospitaliers. Troisième remarque, quand on parle du statut, on parle en général du statut des professionnels et notamment de la fonction publique hospitalière. Je suis fonctionnaire, je suis directeur d'hôpital, je suis issu de cette fonction publique. Je fais partie de ceux qui sont bien payés ou pas, j'en sais rien, qui bossent beaucoup, je crois. Je ne sais plus quel était le troisième qualificatif, mais en tout cas, les compétents, j'essaye de les réunir tous les trois. Sur le statut de la fonction publique hospitalière, l'enjeu qu'on a demain, je ne sais pas si ça s'appellera fonction publique ou autrement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir les bonnes compétences et à faire en sorte qu'on arrive à faire évoluer les compétences au fur et à mesure de l'évolution de la science, des fonctionnements, de nos pratiques hospitalières, etc. Est-ce que le PSPH y arrive beaucoup mieux que nous? Je parle du monde public. Je ne suis pas si sûr que ça. Est-ce qu'ils peuvent beaucoup plus facilement licencier que nous ne pouvons nous faire sortir de la fonction publique hospitalière? Pas tant que ça non plus. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Si cette réflexion doit aboutir à une évolution de la fonction publique hospitalière, et on peut le formuler autrement, pourquoi pas? Mais je pense que l'enjeu, c'est de s'interroger vraiment sur ce que sont nos finalités, d'où la première des questions sur les missions et l'évolution de l'hôpital public, savoir ensuite si ça doit induire un changement de statut, pourquoi pas, pourvu qu'on le fasse sans en parler trop et qu'on arrête d'en parler beaucoup sans rien faire. On ne peut pas à la fois proposer que le public et le privé se rapprochent en gardant des règles non égales. Sans quoi on aura tous l'impression d'être obligé de courir un 100 mètres avec la culotte sur les chevilles. Et moi, je dois dire que quand je vois mes collègues du privé aspirer nos meilleurs éléments avec des propositions qu'ils peuvent leur faire qui n'ont juste rien à voir avec ce que je peux proposer à quelqu'un qui passe le concours de praticien hospitalier. Quand je les vois ne pas garder des personnels qui sont déficients ou qui ne sont pas opérationnels, alors que je peux vous dire que pour ne pas garder une infirmière ou une sage-femme qui est devenue maltraitante, j'en ai eu une qui était raciste. Et alors chaque fois qu'il y avait une femme noire et qu'elle sonnait, elle l'engueulait parce qu'elle disait « je ne suis pas votre esclave ». Conviendrait que je ne pouvais pas la garder. J'ai mis un temps à m'en débarrasser, mais vous n'imaginez pas la ténacité qu'il faut dans un ESPIC, mais ça ne faisait pas l'ombre d'un pli, elle s'en allait tout de suite, quels que soient les moyens. Donc, moi, je dis la chose suivante, et c'est vraiment la parole d'un utilisateur. J'aimerais bien que nous ayons, les publics et les privés, le même statut.
de manière à ce que nous soyons confrontés aux mêmes contraintes. Vous savez ce qui se passe actuellement dans ma ville? Toutes les femmes obèses, enceintes, on me les envoie pour l'accouchement, parce que ça coûte un bras en termes de complications. Et les gens des cliniques nous disent on n'a pas de table assez solide pour prendre des femmes au-delà de 130 kilos. Et donc, nous recevons à l'hôpital des contraintes de service public et les autres ne sont pas obligés. Donc, véritablement, j'aimerais bien qu'on se rapproche, mais qu'on ait les mêmes contraintes et les mêmes règles du jeu. Si on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes règles du jeu, alors le rapprochement reste impossible et le paysage se noircit. Tout a été dit, hein, mais je ne ferai que vous appuyer. Il y avait une question qui a été posée sur est-ce que la concurrence est une bonne chose, etc. On pourrait penser, mais là, on peut toujours rêver. Hein. On est là pour ça, d'ailleurs. C'est ça, il faut d'abord rêver les choses pour qu'ensuite elles arrivent. La santé devrait être une fonction régalienne. Ça n'empêche pas le privé, par délégation, tout simplement. Au Royaume-Uni, ils le font très bien. Enfin, très bien, je ne sais pas, mais ils le font. Alors, moi, je voudrais réagir à ce que vient de dire à l'instant le professeur Nizan, mais aussi un peu plus largement à la discussion. On a l'impression, quand on est dans le secteur public, que c'est plus facile dans le secteur privé. Et à l'inverse, quand on impose et qu'on conduit des transformations dans le secteur public, le secteur privé s'y intéresse et se demande pourquoi il n'est pas lui-même concerné. Je fais bien évidemment là allusion au groupement hospitalier de territoire. Aujourd'hui, la réforme est mise en œuvre avec beaucoup d'énergie dans les établissements publics de santé, parfois des inquiétudes et parfois des positions de repli de certains. Et au même moment, le secteur privé nous interroge en nous disant pourquoi on n'a pas le droit de faire partie de cette merveille juridique qui est l'obligation de créer des groupements hospitaliers de territoire avec des prérogatives avancées, etc. Donc, je pense qu'on pourrait disserter assez longtemps sur des éléments statutaires qui entravent l'agilité du secteur public ou des facilités juridiques qui entravent l'agilité du secteur privé. Et les transformations qu'on a évoquées ce matin et en introduction, sur les transformations de l'hôpital, il me semble qu'elles valent tant pour le secteur privé que pour le secteur public. Des établissements avec de moins en moins de lits, ça n'est pas spécifique au secteur public. Des centres d'équipement, des centres de compétences et de ressources également, ça n'est pas spécifique au secteur public. Donc la question qu'on peut se poser, les missions de l'hôpital public, c'est donc au total, après avoir abordé le sujet des statuts, qu'est-ce qui distingue et quelle est l'essence de l'hôpital public aujourd'hui ? Peut-être qu'une des clés pour l'approcher, c'est de s'intéresser aux enjeux de perception. Et sans provocation aucune, je voudrais faire référence à une enquête qui a été commanditée par la FHP, qui a été révélée donc, cet automne-ci, et donc diligentée par Viva Voice, et qui pose la question aux patients, aux usagers, sur quels éléments faites-vous plus confiance au privé qu'au public, et sur quels éléments faites-vous plus confiance au public qu'au privé. Ce qui ressort de cette enquête, c'est que les Français font plus confiance à l'hôpital public pour principalement deux choses. Et deux choses qui me semblent peut-être être des pistes de réflexion sur ce que peut être l'essence de l'hôpital public dans un paysage d'offreurs de soins pluriels et complémentaires. Le premier élément sur lequel l'hôpital public gagne beaucoup plus de confiance que le secteur privé, c'est celui de la recherche fondamentale, c'est celui de l'expertise. C'est un centre de savoir et un centre de production de savoir très fort. Et donc, je réagis là par rapport aussi aux propos du professeur Nizan sur la mission de recherche et comment capitaliser et développer plus encore ceci, comment gagner une surface de production de savoir plus importante.
là aussi, je ne peux pas m'empêcher de glisser le sujet GHT et de leur association avec les CHU et de toutes les opportunités qu'il faut désormais saisir pour avoir cette surface de production de savoir plus importante. Le deuxième élément, quand on prend cette approche de la perception et qu'on demande aux Français en quoi et sur quoi faites-vous plus confiance à l'hôpital public qu'à l'hôpital privé, c'est la capacité d'organiser le parcours. C'est très important, hein. 32% de confiance dans les établissements privés, 46% de confiance dans les établissements publics. Donc je pense que par rapport au débat qu'on a aujourd'hui sur cette transformation, au-delà des statuts, des missions qui sont définies législativement, réglementairement, je pense que c'est important de revenir à ces fondamentaux. Je suis assise à côté d'une représentante des usagers qui est que qu'est-ce que c'est que l'hôpital public pour les usagers et quels sont les piliers de confiance aujourd'hui? Ça signifie que la médecine de parcours qui est prévue dans l'article 35 et qui vient finalement en déclinaison des propositions de la mission Véran provoque une ouverture. Comment est-ce que cette ouverture va pouvoir être reprise à la fois ou conjointement par le public et le privé? Comment est-ce que les missions qui sont aujourd'hui celles de l'hôpital public vont pouvoir déteindre en quelque sorte ou s'élargir dans une médecine de parcours? Je trouve qu'on est au cœur effectivement de la question du positionnement de l'hôpital. Ce que j'observe, c'est que les initiatives législatives ne clarifient pas la situation. On a d'un côté une loi de modernisation de santé qui a posé un principe extrêmement fort dont la médecine libérale s'empare et à l'origine de laquelle elle se trouve elle-même, qui est que si l'on considère que la médecine de proximité et l'offre de proximité est l'amorce de la médecine de parcours, ça peut être un point d'entrée, et bien dans ce cas-là, je rappelle, la loi dit ce sont les professionnels libéraux qui sont à l'initiative de leur structuration. C'est l'histoire de la bascule d'un concept technocratique, le service public territorial de proximité, je crois que c'était l'idée de Madame de Victor, qui en fait a basculé complètement dans une approche qui s'appelle les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc ça, c'est une première approche qui consiste à dire, au fond, dans la médecine de parcours, le point d'entrée, le médecin traitant, et c'est l'initiative libérale qui est à l'origine de ça. Et puis, en avouant assez vite mon incompétence, je suis très frappé de l'approche qui est celle du traitement des cancers. Et on peut se demander si, au fond, cette spécialité n'est quelque part une sorte de modèle d'organisation de médecine de parcours. Et là, tous les spécialistes, mais vous êtes plus compétents que moi, me diront que quel est l'organisateur du parcours du traitement d'un cancer? Ce n'est pas le médecin traitant, ce n'est pas le soin primaire, c'est autour du patient la relation qu'il établit avec son pôle référent qui est le CRLCC, pour dire les choses comme elles sont, mais ça peut être aussi un hôpital classique ou un hôpital public ou un hôpital privé, naturellement. Et donc, on voit bien qu'on a une autre approche pour traiter la question du parcours. Et est-ce que ça veut dire que ces deux approches-là doivent vivre ensemble? Est-ce qu'il y en a une qui est plus performante que l'autre? Enfin, ça veut dire qu'on doit se poser la question d'une... C'est ce que je disais tout à l'heure. L'hôpital est à la fois structurant, parce que comme vous l'avez fort bien dit, dans un certain nombre de territoires, c'est autour de lui que se constitue et que s'agrège le libéral, le laboratoire de biologie, la pharmacie, et on a des exemples ici même en PACA. Mais aussi, on peut dire dans d'autres cas que l'hôpital se déstructure parce que les points clés pour la qualité de la santé sont en amont ou autour de l'hôpital et pas seulement en lui. Juste de manière aussi un peu provoque vis-à-vis des hospitaliers et donc de nous tous qui sommes dans la salle, c'est, je pense que d'une part, règle générale, l'hôpital public de demain ne sera pas l'organisateur des parcours. D'abord, on ne sera pas l'organisateur du parcours de tous ceux qui sont en bonne santé et qui méritent quand même un parcours
de santé pour le rester. On ne sera pas l'organisateur du parcours de tous ceux qui sont en situation de maladie, en mauvaise santé, mais qui n'iront jamais à l'hôpital et qui n'y sont peut-être jamais allés, qui ont un problème de santé qui ne relève pas de l'hôpital. On ne sera pas l'organisateur de parcours de la moitié de ceux qui passent à l'hôpital aujourd'hui et qui y passent une journée. La moitié des hospitalisations du groupe hospitalier que je dirige aujourd'hui on est en train de basculer d'un côté à l'autre, quoi. 50% des hospitalisations sont en train de basculer sur des séquences d'une journée. On ne sera pas l'organisateur du parcours de ceux qui passent quelques jours à l'hôpital, y compris pour une maladie gravissime, à l'intérieur d'un chemin qui va durer des mois, des années ou quelques décennies. Donc pour tout cela, il faut qu'on se mette, et je le dis de là où je parle, au service de ceux qui demain organiseront le parcours de tous ces patients-là. On doit être l'organisateur du parcours d'un patient qui a un cancer pendant environ entre 6 mois et 2 ans. La durée entre le diagnostic et la rémission. Et puis ensuite, il est urgentissime que d'autres, que nous, hospitaliers, prenions le relais de l'accompagnement de ce patient pendant probablement 1 à 2 décennies, avec l'espérance d'une rémission définitive et d'une guérison, ou peut-être de nouvelles itérations avec l'hôpital. On doit être l'organisateur des parcours. On a une grosse activité de greffe sur Bichat et Beaujon pendant environ 180 jours après la greffe. De J0 à J180, je pense qu'on doit l'organiser. Je pense même qu'on devrait être financé pour. Je pense même qu'on devrait être financé pour financer des acteurs externes et qu'on devrait nous dire optimiser de J0 à J180 le parcours du greffé pulmonaire ou du greffé cardiaque. Et s'il faut qu'il soit pris en charge par un centre de santé, par un généraliste, par un cardiologue en ville, etc., débrouillez-vous, vous, hospitaliers, pour optimiser cette prise en charge. Mais sur en gros 180 jours, au bout de 180 jours ou un peu plus, il faut de nouveau que d'autres se remettent à l'organiser. Et donc, je pense que l'enjeu entre la stratégie nationale de santé, puis la loi de santé, puis les GHT et maintenant leur mise en œuvre, c'est qu'on arrive à trouver sur le territoire un acteur qui, je crois, ne peut pas être, et je pense même peut-être ne doit pas être, l'hôpital. Bien. À ce stade de la table ronde, on va peut-être prendre quelques questions ou réactions dans la salle si quelqu'un souhaite interroger ou intervenir avec le décours de la table ronde. Je rebondis sur ce que vient de dire François Crémieux, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il nous a dit que ce n'est pas l'hôpital. Plusieurs fois, ce n'est pas l'hôpital d'organiser le parcours. Il dit c'est à d'autres. Alors c'est qui les autres? C'est qui? C'est une chimère? C'est qui les autres? Le médecin généraliste? Un peu direct, la question l'est aussi. Les autres, et je ne le dis pas parce que Claude Rambaud est à ma droite, les autres, c'est d'abord les patients et leurs proches. Ce n'est pas une manière de rejeter la responsabilité sur d'autres, mais la réalité pour bon nombre d'entre nous dans la salle, c'est que nos parcours aujourd'hui, les nôtres, je parle pour moi, je parle pour mes parents, je parle pour certains de mes proches qui ont des maladies graves, le coordonnateur du parcours, ça a été moi-même, vous allez dire, ils ont de la chance, ils ont quelqu'un qui connaît bien. Je ne dis pas qu'il faut en faire une règle et je mesure le côté un peu démago de ce que je viens de dire, mais il n'empêche, je pense que l'un des enjeux, c'est de donner au maximum le même type de chance à un maximum de Français, et tous ne pourront pas en bénéficier parce que certains sont trop éloignés de la compréhension du système, etc. Mais n'empêche, il y a un vrai enjeu d'empowerment des malades, de leurs proches, de leurs familles, etc., y compris d'y mettre des moyens pour le faire. Deuxièmement, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour la médecine libérale. Je ne crois pas une seule seconde que les médecins généralistes, seuls et payés à l'acte, coordonneront quoi que ce soit. Je pense qu'ils le font très peu aujourd'hui, ils le feront encore moins dans les années qui viennent. Et donc, il faut continuer à les contraindre de s'organiser totalement différemment. Il faut continuer à les amener vers autre chose que du financement à l'acte. Il faut les amener à faire ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, mais qu'en fait, ils ne font pas, qui est effectivement de coordonner les principaux parcours qu'ils ont à faire. Mais ça nécessite de leur côté une révolution dont je pense qu'ils sont encore loin de prendre la mesure sur les conséquences que ça aura sur leurs pratiques, leurs organisations, etc. Après, mes deux réponses un peu rapides à ta remarque sont certainement pas exhaustives et il y a sûrement d'autres idées dans la salle. Mais encore une fois, alors peut-être que je suis peu représentatif, je dirige un gros CHU dans une zone hyper dense à Paris et notre activité, c'est pas que de la greffe, mais beaucoup d'activités de référence. Je n'imagine pas demain, ni qu'on mette à disposition les ressources que ça représente pour faire de la coordination au long cours de 1 500 000 habitants. C'est à peu près le bassin, quand on mesure le bassin de population, le bassin des hôpitaux que je dirige, c'est à peu près 1 500 000 habitants dans le nord de Paris. Qui peut imaginer demain que le directeur d'hôpital que je suis anime une équipe qui elle-même, plus ou moins directement, coordonnera, il n'y a pas 1 500 000 malades, 1 500 000 habitants. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on répartisse le rôle. Encore une fois, les patients graves
et qui sont très hospitalo-requérants, c'est à nous de le faire. Les patients graves, moyennement hospitalo-requérants, mais sur une certaine période, il faut qu'on ait des financements. Encore une fois, j'insiste, la greffe, on doit se faire payer pour 1 ou 2 ans de prise en charge et on doit l'optimiser. Et troisièmement, il faut que soit nous, soit d'autres incitent des acteurs des territoires à le faire. M. Darcourt. Juste un complément. Un des benchmarks qu'on peut faire entre la France et les autres pays, c'est qu'on sait très bien qu'on est un territoire et un pays à l'excès hospitalo-centré. Donc, c'est une forme de réponse à Gérard Vincent, c'est que je ne vois pas dans cette situation qui, effectivement, qui est le fait qu'on est un pays où le nombre de lits par habitant est le plus important, où la dispersion des moyens hospitaliers est la plus importante, etc. etc. Je pense aux professeurs disant, en Suède, il y a 7 maternités, je crois. Je n'en dis pas plus, mais donc il y a bien un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est la Suède. Et la Suède, il y a 8 millions ou 9 millions d'habitants. Mais enfin, on voit bien là. Mais donc ça, je pense que de toute façon, il faut sortir de la culture hospitalo-centrée. Il y a un autre élément en prospective que je ne suis pas capable de bien apprécier, mais vous l'avez évoqué, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que dans 30 ans, nous aurons des assistants virtuels qui auront consigné toute une série de constantes sur notre propre état et qui, dans l'analyse qu'ils feront de ces constantes, donneront du pouvoir à l'usager et le guideront et l'orienteront plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi dans cette question qui conduit et gère le parcours et le coordonne, je pense que l'intelligence artificielle permettra aux patients d'avoir une plus grande maîtrise de son propre itinéraire. Mais évidemment, ce n'est pas l'assistant virtuel qui coordonnera en tant que tel. Mais je pense que c'est une dimension qui va arriver probablement plus vite qu'on ne peut le penser. Je pense effectivement que les hôpitaux ni n'ont les moyens, ni ne les auront, ni c'est souhaitable qu'ils fassent le pivot. Et quand on regarde les systèmes de soins, notamment anglo-saxons, c'est le general practitioner qui fait ce travail-là. Mais il est payé pour le faire. Et moi, j'aurais assez tendance aujourd'hui à proposer aux médecins traitants qui s'installent un statut de PH. Alors, carrément, il coûterait moins cher que dans le paiement à l'acte. Il serait PH et rattaché à un hôpital là où il travaille. Et moi, je leur demanderais de faire l'organisation des parcours de soins. Ils seraient payés pour le faire, ils seraient sur une grille de PH. Il y en aurait qui l'accepteraient, d'autres qui ne l'accepteraient pas. Mais comme je vois beaucoup d'étudiants hospitaliers, il y en a beaucoup qui me disent que ça leur plairait d'être sur une grille indiciaire de praticiens hospitaliers et qu'ils aillent s'installer là où ils comptaient s'installer, dans une connexion avec le CH voisin pour travailler ensemble et faire un pont entre l'ex-médecine libérale et la médecine hospitalière. Donc Bernard Garrigue, Aix-en-Provence. Israël Nizam vient de reboucler là, à l'instant, mais je voulais intervenir sur le paradoxe qu'il y avait entre l'intervention de fin de matinée d'Antoine Malone et sur les systèmes de santé qu'il a décrits en Amérique du Nord d'ailleurs, y compris les systèmes des Amérindiens, etc. Et ceux qui étaient efficaces, qui étaient justement des systèmes qui n'étaient pas dans le périmètre, entre guillemets, de l'hôpital tel qu'il est actuellement et tel que, par exemple, François Crémieux le décrit dans le Nord de Paris, mais sur le fait que l'hôpital change et évolue et finalement se transforme, ce qui vient d'être décrit à l'instant, sur l'histoire du praticien, entre guillemets, géré par l'hôpital, qui fait autre chose, à dire vrai. Donc, parce que sinon, on était dans le paradoxe complet, parce que ce matin, la fin de matinée et la démonstration d'Antoine Malone, c'était l'inverse. C'était le fait qu'en réalité, les systèmes de santé qui étaient les plus efficients, c'était ceux qui étaient coordonnés, en tout cas c'est tout ce qu'il a montré la fin de matinée, par des structures certes hospitalières modifiées par rapport à ce qu'elles sont maintenant, mais en tout cas des structures hospitalières. Oui, moi je voulais revenir sur la question du statut. Donc ça fait 30 ans que j'exerce le métier de directeur d'hôpital dans des hôpitaux de différentes tailles, de différentes situations géographiques. Et aujourd'hui, je fais un constat. On est en situation de concurrence, qu'on le veuille ou non, on est en situation de concurrence. On nous demande maintenant d'être coordonnés au niveau du territoire avec les autres acteurs. On a aujourd'hui une grave crise de démographie
médicale. Et face à ça, on nous demande d'être efficient, ce qui est tout à fait normal aussi, d'être de plus en plus efficient. Et face à ça, aujourd'hui, le statut de l'hôpital est un handicap. Je suis quelqu'un qui est attaché au service public. J'ai fait toute ma carrière, toute ma vie a été consacrée au service public. Et le service public, et je pèse mes mots, si on veut le maintenir tel qu'il existe aujourd'hui, si on ne change pas le statut de l'hôpital, on n'arrivera pas à le maintenir. C'est-à-dire que les hôpitaux actuellement sont en train, comment dirais-je, du fait des contraintes qu'ils vivent, petit à petit, d'abandonner tout un pan des activités de service public. Voilà. Donc, sur un même territoire, en situation... Je ne sais pas comment ça se passe à la service public de Paris, apparemment c'est beaucoup mieux. Je travaille en région parisienne aussi. Mais la réalité, en tout cas, en province, dans les hôpitaux et dans les régions que je connais, c'est celle-là, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation d'assumer la concurrence, d'assumer les évolutions de l'hôpital avec le statut dont nous disposons. Et ce dialogue est ouvert, puisque moi j'ai discuté avec les syndicats et les représentants syndicaux qui ne sont pas complètement fermés. Parce qu'aujourd'hui, ce statut, on a parlé tout à l'heure de valorisation des professionnels. Qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui pour valoriser un médecin, un jeune médecin qui vient à l'hôpital? Rien. Sinon qu'effectivement, lui parler du projet, lui parler, etc. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que la question du statut, j'en ai parlé avec les cabinets, tout le monde est d'accord, tout le monde dit effectivement il faut s'y pencher. La FHF y a réfléchi depuis longtemps, et je trouve que la FHF c'est quand même la représentation, il y a les élus, il y a les médecins, il y a les directeurs, il y a l'ensemble des professionnels, donc elle représente quelque chose. Et donc je ne vois pas aujourd'hui où est le frein. Les syndicats commencent à évoluer aussi. Les usagers nous ont dit que pour eux ce qui est important aussi c'est le service public, et non pas la façon dont dans le statut, c'est les activités de service public, ils ont bien raison. Aujourd'hui, si on veut le maintenir dans un service public moderne, il faut faire évoluer le statut. Et c'est vrai que M. Darcourt tout à l'heure l'a rappelé, les CLCC, ce n'est pas un modèle en soi, mais on peut remarquer, en tout cas dans notre région, qu'ils réussissent particulièrement et qui sont mieux armés que nous pour faire face aux nouveaux défis. Donc moi, je ne suis pas doctrinaire, je ne suis pas syndicaliste, je ne défends rien, mais je veux que l'hôpital continue à se moderniser, à évoluer, à exister, à défendre le service public. Et si on ne fait pas évoluer le statut, ça ne pourra pas se faire. Voilà. Je trouve que la discussion donne envie. Deux remarques. Premièrement, pour être précis par rapport à la question de la responsabilité de l'hôpital. Ce que je vous décrivais sur l'hôpital Nord se traduit aujourd'hui par un truc très opérationnel et peut-être que ça permette qu'on se rejoigne un peu. On est entouré de centres de santé. On est en train de les affilier à l'hôpital Nord. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des conventions d'affiliation, c'est comme ça que ça s'appelle, en leur disant, vous gardez votre statut, vous prenez une responsabilité territoriale, mais vous l'assumez pour de vrai. C'est-à-dire qu'un patient qui vient à l'hôpital, vous le prenez en charge en amont, en aval, on vous l'adresse et vous le reprenez. Et puis, vous avez cette convention d'affiliation qui fait qu'on fait un peu comme si vous étiez une polyclinique avancée de l'hôpital à l'extérieur. Et donc, c'est le lien entre un statut qui reste indépendant en ville, et donc, c'est pas nous, gros CHU qu'allons, encore une fois, coordonner les parcours de l'ensemble des habitants de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, etc. Par contre, on s'affilie les uns aux autres. Et donc, je pense qu'on rejoint la notion québécoise de tout à l'heure avec mon propos un peu peut paraître contradictoire, mais je pense que les deux sont compatibles, mais ça pose la question quand même de savoir quelle est la structure, l'institution qui est en charge. Je plaide pour que ce soit des partenaires auxquels nous nous affilions ou qui nous soient affiliés. Je le mets dans les deux sens pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ce ne soit pas forcément sur l'hôpital que ça repose. Sur le statut, allons au bout du sujet. Moi, je veux bien qu'on change le statut. Ma question, c'est pourquoi faire? En Ile-de-France, je prends des exemples très précis. Les PSPH payent mieux les anesthésistes que nous. Ils ont la liberté de le faire, pas nous. Et donc, effectivement, on voit partir les anesthésistes, les cardiologues, les interventionnistes en général, etc., partir en PSPH ou en privé pour gagner un PH en milieu de carrière, c'est à peu près 6 000 €. Ils partent dans le privé, ils en gagnent à peu près 10. De manière un peu exceptionnelle, ils arrivent à monter à 15 ou à 18. Et on pourrait se dire, changeons le statut de l'hôpital public pour qu'on ait un peu de cette même souplesse-là. J'insiste sur le fait que ce qui est soutenable dans un système qui est minoritaire, le jour où on le transpose dans un système qui est le système majoritaire en Ile-de-France, premièrement, à la boutade sur la PHP, je ne suis pas sûr qu'on sera perdant. C'est-à-dire que je pense qu'on posera des difficultés majeures le jour où l'ensemble du secteur public hospitalier francilien s'octroie des libertés de ce type-là. Non seulement les anesthésistes préfèrent être à côté des cinémas d'arrêt et d'essai parisiens, mais en plus, s'il y a une liberté de financement, je suis inquiet pour les maternités un peu éloignées de banlieue parisienne. Et donc, on a un vrai sujet qui est que combien pense-t-on qu'il est raisonnable de payer un interventionniste en 2018 pour être financé indirectement par l'assurance maladie? Est-ce que c'est 6 000 € en milieu de carrière? Est-ce que c'est 10 000 ou est-ce que c'est 15 000? Et l'exemple québécois est illustratif. La liberté des prix sur les médecins les a conduits à monter plutôt entre 10 et 15 000 et plutôt 4 jours par semaine que 5. Et donc il y a un vrai enjeu au Canada aujourd'hui sur le temps de cerveau de médecins disponibles par patient
plus que sur le nombre de médecins tout court. Donc j'alerte simplement, changer le statut, pourquoi pas, je ne suis pas plus doctrinaire que ceux qui veulent le faire, je dis simplement, mettons-nous d'accord sur les objectifs qu'on cherche à atteindre, un simple changement de statut pour donner plus de liberté à l'hôpital public, parce qu'on est le système majoritaire, risque de venir déstabiliser fortement l'hôpital public lui-même. Ça marche à l'étranger. Le modèle français n'est pas le modèle unique au monde. Il n'y a pas de débat. D'autre part, je n'ai pas parlé que du niveau de rémunération. Il n'y a pas que la question du niveau de rémunération. Il y a la souplesse de gestion au quotidien. Il y a la valorisation des personnes, pas que des médecins, des personnels. Au jour d'aujourd'hui, on est enfermé dans un carcan statutaire qui fait que lorsqu'on veut valoriser quelqu'un qui s'engage particulièrement, une infirmière, une aide-soignante, un cadre, peu importe, on ne peut pas le faire. Or, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé d'innovation, de changement de donne, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que cette question... Beaucoup de ministres, beaucoup de ministères s'en sont emparés, mais tout de suite, le soufflet a retombé. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je n'ai pas demandé de se calquer sur le statut des PSPH ou des privés à but lucratif. Peut-être qu'il faut inventer un nouveau modèle, mais un modèle qui permet la valorisation des professionnels, qu'on soit à l'hôpital public, en clinique privée. Si on n'arrive pas à entraîner les professionnels, à les valoriser, on ne pourra pas faire vivre les changements à l'hôpital. Voilà. Donc je ne demande pas de calquer sur un statut. Inventons un nouveau modèle. Aujourd'hui, le modèle du statut public tel qu'il est au jour d'aujourd'hui n'est pas efficient. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je n'ai pas d'avis sur combien une société doit payer ses médecins. Une société riche peut payer bien ses médecins, une société plus pauvre peut les payer moins bien. Par contre, j'ai un vrai avis sur le fait qu'il ne faut pas payer les uns 3 fois plus que les autres. Et moi, je peux vous dire que moi qui forme beaucoup d'accoucheurs et mes PH qui aujourd'hui les forment, ceux qui ne font pas d'exercice libéral à l'hôpital, ils voient leurs petits élèves s'en aller et 1 an plus tard, ils sont 3 fois plus riches que celui qui les a formés. Alors là, il faut vraiment être très fort pour pouvoir résister à ça. Ma remarque, c'est pas il faut les payer 12 000, 18 000, mais il faut les payer pareil. C'est pas normal qu'en allant s'installer, on puisse passer sa journée du samedi au golf et avoir une datcha et venir provoquer son ancien maître. C'est pas normal. Donc voilà. On poursuit sur les questions de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il me semblait qu'il y avait une question dans ce coin. Oui. Oui, merci pour cette table ronde. Donc, vous nous avez démontré qu'on est dans un système de santé très paradoxal. Il est à la fois doublement libéral, liberté d'installation des médecins, liberté aussi pour les patients dans le choix du médecin, et en même temps, il est socialisé. En termes de financement, c'est la collectivité. Bon, c'est bref, hein, parce qu'il y a effectivement la question des mutuelles. Le professeur Nizan a proposé qu'il n'y ait plus de liberté d'installation. Est-ce que vous pensez justement, dans le cadre des problématiques de parcours de soins à inventer, pensez-vous qu'il faut restreindre la liberté de choix du patient ? Non, je suis contre la restriction de la liberté de choix des patients parce que l'acte médical n'est pas interchangeable. Beaucoup de gens ont estimé qu'il fallait pouvoir changer les médecins et qu'un médecin, c'est une fonction et que ça peut se déplacer. Je ne sais pas pourquoi, mais les patients s'attachent humainement. Et si on veut faire une médecine humaine, il ne faut pas dire pour ça, pour toi, ce sera celui-là, comme commencent de le faire certaines mutuelles. Donc il y a un lien particulier qui d'ailleurs participe de l'effet placebo qui se crée entre un médecin et il n'y a rien de pire que de se faire opérer par quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est une expérience catastrophique. Non, je suis contre la liberté de choix pour les médecins. Et je vais vous donner une petite piste. On est quand même le seul pays au monde à faire un examen national classant qui ne sert à rien. Il est archi cher. Il y a 7000 médecins, fins d'études de médecine qui vont passer l'ancien internat. Celui qui n'a rien foutu, il est 7 millième. Les bons, ils sont dans les 1000 premiers.
Mais il ne sert à rien. Si, à dire qu'il va être spécialiste, à peu près. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Celui qui est 7 millième, il va à Guéret. 3 ans. Et après, il mute. Il n'a pas bossé. Il n'est pas mauvais médecin. On n'en sait rien. Il n'a pas bossé. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que les 1000 premiers, c'est les bons médecins. C'est ceux qui sont les meilleures bêtes à concours. Le gars qui est 7 millième, qui sait moins bien rédiger une copie ou qui avait envie de faire de la planche à voile au lieu de préparer l'internat, il va, on met un amphi-garnison et on fait choisir. Et les derniers vont à Maubeuge ou à Guéret. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de Maubeuge ou de Guéret dans la salle. Là, il faudrait une véritable étude pour savoir s'ils sont meilleurs ou moins bons. C'est pas évident, là. C'est des a priori. Oui, effectivement, moi, je vous rejoins complètement sur le problème de la régulation des installations médicales. Là-dessus, le collectif a pris des positions très claires. Elles ne sont pas nouvelles. Et ça fait un moment qu'on dit que maintenant, ça suffit, quoi. Je veux dire, bon, voilà. La liberté de choix du patient, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, et puis ma position, je peux que la maintenir, mais néanmoins, tout à l'heure, vous avez exprimé vos craintes pour l'hôpital. Nous avons des craintes sur la liberté de choix du patient. Ça ne va pas durer si longtemps que ça. Et déjà, il y a, rappelez-vous, la Sécurité sociale avait à un moment essayé de restreindre cette liberté de choix sur la base des remboursements de l'établissement le moins cher de proximité du patient. Ça n'a pas tenu longtemps, ça a fini par craquer devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, on peut se demander si on arrive au financement au parcours. J'ai bien mis un grand si, parce qu'il y a des expériences, on va les commencer. Les pays nordiques sont dedans, mais ont beaucoup de mal. Et ils n'ont pourtant pas la même structure que nous. Ils peuvent avoir des facilités pour le faire. Si on arrive à un financement au parcours, et à l'intérieur, que le parcours va se déterminer, financement au parcours, ça veut dire qu'un certain nombre de professionnels ou de structures, c'est quand même un peu encore glauque tout ça, vont se partager une enveloppe pour prendre en charge telle ou telle, soit une pathologie, soit un épisode de santé court. On est d'accord là-dessus? Vous avez entendu parler du financement au parcours, les expériences sont en train de se lancer. Si on arrive à ça, si on n'est pas dans la même entité, comment vont faire les professionnels pour se partager l'enveloppe? Quelque part, on a un risque de contrainte du patient dans sa filière. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'attention. On nous dit que beaucoup disent qu'on n'arrivera pas à faire le financement au parcours. Je ne sais pas, on y arrivera peut-être, mais je ne vois pas comment on peut le faire si on n'est pas dans la même entité. Ça veut dire que les communautés professionnelles libérales devront s'organiser à l'intérieur des GHT. C'est prévu par la loi, de toute façon. Pour le moment, ça ne se met pas en place, mais ça va se faire. Je ne sais pas, vous qui êtes dans les GHT, si les communautés professionnelles territoires se mettent en place pour les libéraux. Mais voilà, donc là, nous sommes un petit peu vigilants sur cette question pour regarder, parce qu'il pourrait y avoir effectivement une perte de choix. En ce qui concerne le tarif opposable, pour autant que perdure le système actuel, dont nous sommes en train de débattre entre privé et le public. Mais voilà, en ce qui concerne le tarif opposable. Alors, ça existe déjà un petit peu. Moi, je le vois sur la région Auvergne, où le CLCC de ma région ne veut plus prendre en charge les patients qui ne sont pas de son département et les envoie ailleurs. S'ils habitent ailleurs, ils ont été opérés dans le CLCC, ils ont eu les débuts de traitement, et pour la suite de la chimiothérapie, eh bien, ils partent à 120 km. Donc je me dis, pourquoi? Comment est-ce fait? Alors je vais expliquer aux patients qu'ils pouvaient décider de faire autrement, qu'on pouvait faire des recours, etc. et tout, parce que quand même, ils sont d'un côté à 40 km et on les envoie à 120 km faire leur chimio. Vous imaginez sur le plan humain, des gens qui sont déjà dans la souffrance, qui sont dans l'angoisse, qui doivent en plus faire régulièrement ces trajets. Donc on regarde ça, il ne faut pas croire, le libre choix ne sera peut-être pas éternel. Peut-être pour que le débat continue, de manière sous-jacente, il y a cette question que le professeur Nizan a posée et qui est au cœur, qui est un des 4 points de la stratégie de santé, c'est la question de la pertinence des soins dans son acception, rôle de l'usager, qui est un acteur de l'évaluation de la qualité, et par conséquent, on prononce le mot
tabou, qui est difficile à prononcer s'agissant de l'acte médical, comme il l'est d'ailleurs d'autres actes. Je vais parler tout à l'heure du judiciaire, mais qui est l'évaluation de la qualité de ce qui est fait. Et je pense que ce domaine est extrêmement sensible. On voit qu'intellectuellement, le concept est très satisfaisant parce qu'il permet de sortir de logiques comptables et quantitatives, mais qu'il faut maintenant le construire, c'est-à-dire bâtir une méthodologie. Et je pense que dans la relation avec les offreurs de santé, et notamment avec les praticiens, cette question de l'évaluation, elle se pose. Je ne sais pas, dans la culture de notre pays, si c'est une façon de procéder qui s'accepte autant que dans les pays anglo-saxons, sans avoir pour autant d'illusions sur la manière dont l'évaluation se fait dans les pays anglo-saxons, naturellement. Mais là, je pense qu'il y a une boucle vertueuse qui peut aussi renvoyer au rôle des assurantiels, n'est-ce pas? Ça peut nous emmener très loin. Je pense que là, il y a un élément qui nous permet de sortir d'un certain nombre de contradictions que vous avez pointées dans le débat. Si on analyse la qualité des soins, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire retirer des licences d'exercice à ceux qui ne sont pas dans les clous. Parce que si vous interdisez de rouler à 160 à l'heure sur l'autoroute et que quand quelqu'un le dépasse, vous lui dites « c'est pas bien mon garçon », ça ne marche pas. Donc il faut arrêter l'angélisme. L'autre jour, j'ai eu une assez mauvaise expérience. On a ce qu'on appelle le Four Countries Meeting dans notre discipline. On se rencontre, les responsables de la gynécologie obstétrique de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre et de France, et on discute. Et alors, les Allemands, ils commencent et ils disent « Comment vous faites en France pour évaluer la qualité de vos maternités ?» Alors déjà, j'étais assez mal, mais mal de chez mal, parce que les visites d'accréditation, c'est des visites de conformité aux normes, vous le savez, pas de qualité. Alors, il dit, chez nous, c'est simple, on a un paramètre composite fait du taux de césarienne, du taux d'épisiotomie, du taux de transfusion. Et ce paramètre composite est calculé tous les 6 mois pour les 800 maternités d'Allemagne. Et quand on tombe en dessous de 2,87, le chef de service est convoqué et on lui demande « qu'est-ce qui se passe chez toi ?» Il a 18 mois pour retourner dans les clous. Alors je dis « Mais et s'il n'y retourne pas, on ferme !» Eh bien moi je trouve ça bien mieux que de tabler sur l'avis de monsieur le député maire pour fermer ou laisser ouvert une maternité. Parce qu'on ne ferme pas les bonnes. Et comme on ne mesure rien dans notre pays, on peut fermer les bonnes et laisser ouvertes les mauvaises. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ce n'est pas forcément les grandes maternités qui sont les meilleures. Donc, mesurons la qualité, mais en étant prêts à fermer des structures. Merci. Ça marche ? Oui, merci pour ces réflexions. François ? Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et peut-être pour rebondir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, qui est « je ne sais pas combien on doit payer les médecins et combien un pays riche peut se payer pour payer ses médecins ». Le lien avec le débat sur les maternités est le suivant. Aujourd'hui, on dépense à peu près 11% de notre richesse nationale pour notre santé. Je ne parle pas d'argent public ou privé, 11% de la richesse nationale. C'est probablement raisonnable. 10, ce serait un peu moins, 12, ce serait un peu plus, comme dirait l'autre. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que 18%, comme aux États-Unis, c'est trop. Et c'est autant d'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Et pour avoir accompagné mes 3 enfants au travers du système éducatif, je pense qu'il y a des enjeux majeurs dans ce pays, et pas que à l'hôpital. Donc 11%, c'est à peu près ce qu'on peut se payer. Dans ces 11%, ça fait à peu près, en termes d'argent public, autour de 200 milliards. Je crois que le PLFSS cette année va tomber tout juste sur 200, ce sera facile de s'en souvenir. Qu'est-ce qu'on peut se payer avec ces 200 milliards ? On peut peut-être se payer des médecins un peu mieux payés, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que pas beaucoup plus de médecins et pas beaucoup mieux payés. Et en tout cas, si on doit aligner ça sur le secteur privé, on n'y arrivera pas. Donc probablement qu'en termes de salaire, on peut faire un peu plus si on fait un peu moins sur les structures, etc. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la pertinence des actes et l'organisation de notre structure, à la fois médecine de ville, médecine hospitalière, etc., est un enjeu majeur. Et pour conclure par rapport à l'introduction de ce matin sur la question de la T2A, pour avoir été du côté plutôt du régulateur, côté à la fois ARS, ministère, maintenant l'hôpital, ma conviction, c'est que depuis 15 ans, on fait faire des économies sur l'efficience interne et la productivité hospitalière, principalement sur la productivité du travail.
Ma conviction aujourd'hui, après 20 ans dans ce métier-là, c'est que je pense qu'on arrive aux limites et que la productivité hospitalière aux bornes d'un hôpital, alors c'est peut-être parce que je suis directeur d'hôpital et que je trouve que l'exercice tous les ans est difficile, mais je pense quand même qu'on arrive aux limites. Il faut donc qu'on arrive à trouver de la richesse et de la valeur ailleurs qu'à l'intérieur de nos murs hospitaliers pour pouvoir dégager des moyens pour faire ce qu'on veut. Et là, c'est clair que la pertinence des actes, la liberté d'installation qu'il faut qu'on régule pour éviter d'avoir trop de radiologues en privé dans le sud de la France, pardon Claude, et pas assez d'urgentistes aux urgences à Roubaix. Il faut qu'on arrive à réguler ça d'urgence, réguler les actes inutiles, et à la fois en obstétrique et en chirurgie. On a un challenge majeur. Sinon, 3 options. 1, on passe de 11 à 12, 13, 14, 15 points de notre richesse nationale dans notre santé. La deuxième option, c'est on continue à serrer l'hôpital jusqu'à... Et à mon avis, on va quand même finir par avoir des difficultés majeures. La troisième serait qu'on fasse une dichotomie claire entre ce que l'on finance par la solidarité nationale et ce qu'on laisse à chacun la liberté de faire. Ce n'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre. Madame Rambaud, et puis on passera à une question un petit peu sur l'avenir. Madame Oui, je pense que les médecins salariés en France ne sont pas très bien payés. Ce n'est pas vrai. Donc on peut mieux les payer. On peut mieux les payer, mais effectivement, en évaluant ce qu'ils font, et en particulier sur la pertinence. Parce que sur la pertinence, les marges de manœuvre, elles sont quand même très importantes. Que l'on prenne l'enquête de la FHF, 2012, je crois, Gérard. 2012, c'était 30%, en gros. Que l'on prenne les enquêtes ciblées qu'ont fait certaines ARS, et il y en a une en PACA qui était très intéressante il y a 5 ans sur l'endoscopie, c'était 30%. Toutes les enquêtes ciblées tombent là même. Et tous les pays économiques de l'OCDE qui sont dans les 15 premiers ont absolument les mêmes taux, les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas de l'argent sur des 200 milliards qu'on peut retirer comme ça. C'est une masse énorme. On ne peut pas faire bouger les lignes si facilement, mais on peut quand même considérablement améliorer. Et là, peut-être faire un petit peu d'évaluation de résultats à la pertinence et améliorer considérablement les salaires de nos médecins, je vais dire salariés pour faire simple, vous comprenez, dans nos établissements de santé et redevenir attractifs. Je pense que ça, c'est une volonté politique. On peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est très important pour le faire. Et évaluer. Et là, il y a des DIM. Les DIM, par exemple, peuvent commencer à rentrer dans ces questions de pertinence. On a 33 actes en ce qui concerne les actes. Parce qu'il n'y a pas que la pertinence des actes. Il ne faut pas oublier aussi la pertinence des parcours. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, M. Nizan. Mais on peut déjà regarder dans les 33 actes comment, dans son établissement, on se situe. Prenez sur le site du ministère de la Santé, vous tapez pertinence, vous allez tomber dans la liste de l'assurance qui a été faite avec l'assurance maladie. Vous étiez encore au ministère quand cette liste a été faite, dans le groupe pertinence, et vous allez voir, on peut commencer à regarder ce qui se passe. Et je pense que là, on a des marges de manœuvre. Et il y a sans doute pas mal d'argent qui peut permettre d'améliorer la situation de nos praticiens et de nos personnels aussi, qui sont quand même pas si bien payés. Cédric, une question ? Oui, merci beaucoup. Je ne résiste pas à vous remercier, Claude Rambaud, de remettre effectivement ce sujet majeur et de faire référence aux différentes enquêtes qui ont été conduites. Avec Gérard Vincent, on constate avec plaisir que ce dossier qu'on a eu tant de mal à porter dans le débat public enfin émerge avec difficulté. La réalité, nous, de ce qu'on a constaté, c'est que pour le moment, tous les constats sont sur la table, sont répétés. On va publier dans les prochaines heures un sondage et des cartographies sur la pertinence des actes qui, à mon sens, vont faire beaucoup de bruit. Rendez-vous ce week-end où on montre effectivement que le problème reste majeur, mais surtout que les solutions sont partagées par les Français et par les professionnels de santé. Mais pour l'instant, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Que de difficultés a-t-on eu à mettre l'assurance maladie, la haute autorité de santé, sur ces questions-là? Que de difficultés a-t-on eu à publier des cartes pour simplement montrer les écarts? Et on s'est aperçu sur la question des césariennes, par exemple, où on avait montré des écarts de 1 à 5 entre les structures, entre le public et le privé notamment, mais pas seulement, entre les établissements, et pas du tout corrélé à la gravité des prises en charge, voire même tout à fait le contraire, et bien que le simple fait d'afficher les écarts les faisait réduire. On connaît tous, c'est le fameux name and shame anglo-saxon qui permet d'agir. Donc aujourd'hui, finalement, de quoi on a besoin? On a besoin d'une volonté politique, parce que c'est bien beau de faire le constat. Maintenant, il va passer aux travaux pratiques et travaux dirigés. Il va falloir prendre des décisions difficiles. Il va falloir effectivement interroger le paiement, y compris le paiement à l'acte. Il va falloir effectivement interroger aussi la pertinence d'un certain nombre de parcours, de structures. Ça a été évoqué, bien entendu. Mais aussi, ça renvoie à un principe qui nous est cher à la Fédération, c'est celui de la confiance.
Il va falloir là aussi faire confiance aux acteurs de terrain, aux DIM, vous l'avez évoqué, aux responsables d'établissement, aux commissions médicales d'établissement, pour pouvoir vraiment changer de braquet. Et là-dessus, on a besoin, nous, d'être soutenus. Les GHT peuvent être un outil d'analyse de la pertinence, mais surtout les communautés médicales, les professionnels et les patients. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup engagé à la Fédération hospitalière de France dans un programme anglo-saxon qui s'appelle Choosing Wisely, dont on a l'exclusivité en France, pour justement faire confiance aux professionnels, aux acteurs, aux patients et conduire de façon très simple que chaque spécialité, chaque commission médicale s'interroge sur les 5 problèmes qu'il y a dans la spécialité et pour agir concrètement. Donc pour l'instant, on nous met quand même pas mal de bâtons dans les roues, il faut être très franc par rapport aux grands discours qu'on peut tous avoir les uns et les autres. C'est des problématiques qui dérangent parce que chaque euro dépensé inutilement tombe quand même dans une poche. Et aller rechercher cet euro-là et la mettre dans la bonne poche ou la mettre ailleurs, financer les innovations, c'est pas facile. Donc de grâce, j'espère que nos débats permettront enfin d'avancer sur ces questions de façon très pragmatique. Alors, Madame Rambaud, on va peut-être en finir avec cette question. Oui et non, parce qu'elle ne sera jamais finie, elle ne fait que commencer. Sur cette question de la pertinence, contrairement à ce que vous pourriez penser, quand je lis que la responsabilité des patients, je ne la nie pas. Vous l'aviez sorti d'ailleurs dans votre enquête de 2012, qui avait une part de responsabilité des patients, en tout cas perçue par les médecins qui avaient été interrogés. Mais on a 2 enquêtes beaucoup plus récentes, dont une qui est canadienne, certes, mais tout de même, on a vu que le Canada était à cette table, qui confirme qu'effectivement, il y a une part de responsabilité des patients. Pour un domaine que je connais un peu plus que les autres dans la santé, c'est celui de l'antibiothérapie. Et là, je confirme que oui, le patient joue un rôle important. Donc, c'est très important. Ça se gagnera avec le patient. Ça ne se gagnera pas sans le patient. Donc, ça veut dire qu'il nous faut mobiliser. Nous avons commencé, nous, de les mobiliser, mais on a besoin des professionnels aussi. Et en particulier, je voudrais vous parler d'une démarche qui est en train, qui a commencé aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est pas mal déjà, les pays nordiques aussi. La France commence à en parler. C'est ce qu'on appelle la décision partagée. Et c'est une démarche extrêmement importante qui va juste, c'est le pas après de Choosing Wisely, c'est-à-dire qui en fait partie d'ailleurs, qui contribue, mais qui est plus dans le dialogue que dans la décision partagée. C'est plus amener le patient à accepter que la décision partagée, c'est bien autre chose. C'est accepter la préférence patient. Et dans ce cadre-là, on a sûrement des marges de manœuvre à faire. Donc je pense que c'est ensemble qu'il faut faire ce travail-là et qu'on va le faire. Enfin, accepter l'adhésion, la de préférence des patientes. J'ai pas mal de patientes qui viennent me demander une césarienne de convenance. Je n'accepte pas la demande du patient. Mais je ferme cette parenthèse. Comme je suis un vieux professeur, je vois pas mal de gens qui viennent me demander un 2e avis avant d'être opérés de leur utérus. Enlever l'utérus, ça ne sert plus à rien quand on avait les enfants. Sur 10 demandes de femmes qui ont déjà un rendez-vous pour se faire enlever l'utérus, il y en a 9 qui ne sont pas justifiées. La sécurité sociale devrait me faire une statue en or massif. Si j'aborde ça, c'est parce que sans la sécurité sociale, on n'avancera pas. Comment ça se fait que les HMO aux États-Unis regardent l'histologie des utérus et quand quelqu'un a plus de 30% d'utérus normaux parmi ceux qu'il a fait sauter, il n'est plus dans la HMO. Mais c'est tellement simple à faire. Mais je vais vous donner un autre exemple, celui des frottis. Le monde entier est d'accord, il ne faut pas faire de frottis à 25 ans, il faut arrêter à 65 ans. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi on rembourse les frottis à 18 ans ? Merci pour ces échanges. Je voudrais vous proposer, sans transition, de passer à la médecine de demain. La médecine de demain, elle a été évoquée tout à l'heure au tour de table introductif. La médecine préventive, la médecine personnalisée, la médecine prédictive. On sait aujourd'hui lire le génome de n'importe qui à un coût qui est de n'importe quel patient, à un coût abordable. Ça va changer les choses. En quoi est-ce que la médecine de demain, que je caractérise de façon peut-être un peu simpliste autour de ces 3 pivots, en quoi la médecine de demain va modifier les missions de l'hôpital public ou les missions de la médecine de parcours dont on a finalement beaucoup parlé cet après-midi? Alors, il y a un 4e P qui est la médecine participative. Et je pense que ça fait complètement écho à la discussion qu'on vient d'avoir.
qui est comment on intègre le patient dans le processus de choix, de construction de son parcours, de sa prise en charge. On peut avoir différents abords. On les a un peu évoqués. Un premier abord qui est celui de la sanction, plus de liberté de choix, des remboursements. On peut essayer d'avoir un abord qui est celui de l'éducation et de l'adhésion du patient à son traitement. Et de façon globale, il me semble que, alors que, pour prendre un peu de recul, alors qu'en 2017, on vient de donner le prix Nobel d'économie à quelqu'un qui nous explique que l'homme, en tant qu'agent économique, ne se comporte pas comme un être rationnel, comment on organise les prises en charge hospitalières pour prendre acte que le patient n'est pas juste un agent qui réagit à des sanctions et des incitations. Et donc, comment on construit des prises en charge qui sont basées, vous l'avez dit, sur des choses qui sont difficilement palpables, qui sont des relations de confiance, sur lesquelles se construisent donc cette relation entre un patient et un établissement. Et pour reboucler peut-être avec une partie du débat qu'on a eu un petit peu plus tôt sur ce sujet de confiance en l'hôpital, confiance en ses professionnels et rôle de l'hôpital, il me semble que, et par rapport au débat qu'on a eu sur les médecins traitants, il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie des patients atteints de pathologies chroniques qui sont traités, monitorés et suivis, non pas tant par leur médecin traitant, mais par leur spécialiste traitant, qui souvent est un spécialiste hospitalier. Quand on regarde aujourd'hui les leaders dans le développement notamment de projets de télésurveillance, qui est en fait l'accompagnement du patient en dehors de l'hôpital ou du centre de prise en charge, mais l'accompagnement du patient atteint de pathologies chroniques, donc potentiellement sur le très long cours, eh bien les principaux porteurs de ces projets sont des professionnels hospitaliers qui vont très rarement retrouver ce patient dans leur lit, dans leur service, ou bien même très ponctuellement dans leur box de consultation externe. Et donc il me semble que ça nécessite ça doit conduire les équipes hospitalières à se poser des questions sur comment générer cette relation de confiance et accompagner le patient pour être d'une part adhérent, alors je préfère le terme d'adhérent à observant, acteur de son parcours de prise en charge plutôt que simple exécutant répondant à des sanctions ou des incitations. Pour répondre à la question de Marc Pénaud, l'impact de la médecine de demain sur l'hôpital, je pense que ça veut dire que c'est la fin de l'hôpital isolé. Je pense que c'est la fin de l'hôpital protégé, confère le débat que nous avons eu sur le statut, sur les inégalités, sur les handicaps des uns des autres. Je pense que c'est également la fin de ce que j'appellerais l'hôpital par défaut, dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit cesser de penser que c'est le dernier lieu où l'on va parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Il faut absolument arriver à rééquilibrer les choses. Et puis, deux derniers commentaires. Je pense que ça appelle une régulation éthique. On n'en a pas parlé, mais je pense que le professeur Nizan en parlerait beaucoup mieux que moi sur cette notion éthique qui ne peut pas ne pas irradier la totalité de ce qu'on a traité aujourd'hui, c'est-à-dire le service public hospitalier. Et on a bien vu que tout le monde y participait. Et puis, deuxièmement, je l'ai dit devant la FHF, je pense que ça appelle aussi une régulation de type professionnel. Parce que je ne crois pas à la capacité des acteurs à s'organiser spontanément. Je ne crois pas non plus, et le professeur Nizan en a des exemples, que la vertu soit spontanément la chose la mieux partagée au monde. Et je pense qu'il faut une forme de régulation. C'est un travail, me semble-t-il, dans lequel les agences régionales de santé ont leur rôle, dans une relation avec l'assurance maladie qui, me semble-t-il, n'est pas encore stabilisée et qu'il faudra également clarifier. Alors c'est une question extrêmement importante. Au sein du collectif, nous interrogeons bien sûr sur les questions d'éthique que vous avez soulevées. On pourrait passer la journée dessus. Je voudrais simplement dire aussi que
pour nous, la préoccupation immédiate par rapport à ce sujet, c'est la question de la soutenabilité économique. On sait que il y a beaucoup de maladies qui sont impactées, mais il y a essentiellement le cancer, les maladies rares tout de suite, et il y aura des choix à faire, évidemment. On voit avec Sofosbuvir ce qui s'est passé déjà, la tension que ça a créée. On peut tout à fait imaginer que là aussi, donc il est indispensable et nécessaire de retrouver du souffle dans nos ressources, et notamment on va revenir à la pertinence, parce que là il y a quand même beaucoup d'efforts à faire et on peut en retrouver pour permettre effectivement d'aller vers ça, si tant est que ça soit un développement qui va arriver prochainement. Mais c'est déjà une question aujourd'hui sur certaines maladies. Juste sur la question du lien entre la médecine personnalisée et l'hôpital, je suis optimiste, mais je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le fait qu'on garde la maîtrise de notre destin. Le jour où on aura dans 10-15 ans des patients qui sortiront de l'hôpital avec toute une masse de données qui sera générée à l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital, avec des objets connectés, etc., ce terrible mot d'ubérisation pourrait peut-être s'appliquer à nous. Très concrètement, on imagine un patient qui sort avec, encore une fois, une greffe de cœur ou une prothèse de hanche, qui rentre chez lui, qui génère de l'information, qui est traité par un tiers. Et quand la situation se dégrade un peu, le tiers dirait non. Il ne faut pas que vous retourniez de là où vous venez, il ne faut pas que vous retourniez voir le service, on vous conseille plutôt d'aller ici ou là. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des intermédiaires qui, par la gestion de cette donnée, prennent un rôle entre le patient et le médecin, entre le patient et l'hôpital, entre la file active et la structure qui la gère. Et donc, je pense qu'on a un enjeu majeur dans la maîtrise, je parle aux hospitaliers, de notre destin, à faire en sorte qu'on maîtrise une partie de cette relation entre le patient, l'information et nous. Et j'en conclus par un vibrant appel aux DIM et à leurs équipes, et je pense que c'est l'endroit pour le faire. Dans les années 90 ou 85 à 2000, vous avez été, les DIM et vos équipes, très fortement portés. Vous étiez les créateurs de l'information médicale. C'est là qu'on commençait à puiser de l'information intéressante, intelligente, médicalisée, etc. Sans offense, je crains que nous, notamment directeurs d'hôpitaux, ayons eu un peu tendance à considérer les DIM et leurs équipes comme ayant deux fonctions principales depuis une dizaine d'années, l'exhaustivité et l'exhaustivité du codage, 100% le 15 du mois, et la qualité du codage, peut-être pas au sens le plus noble du terme. L'enjeu majeur dans les 10 à 15 ans qui viennent, c'est que vous repreniez un rôle sur l'intelligence de la donnée. Et on a besoin de vous pour le faire, parce que nous ne maîtriserons l'information médicale de nos patients demain qu'à la condition qu'on soit légitime pour le faire. Et pour ça, il faut qu'on ait l'information de base, et c'est souvent le cas. Il faut surtout qu'on ait la compétence et la légitimité pour aller sur ce terrain-là. Et donc je pense qu'il y a une heure de gloire à venir pour les DIM et leurs équipes, et que c'est un enjeu majeur qui commence à se poser maintenant. Complètement d'accord avec cela. Je crois que le numérique va être une des réponses à l'avenir des hôpitaux. On va rentrer dans l'ère du big data. Et aujourd'hui, un médecin hospitalier peut très bien gérer les données qui rentrent dans le dossier au jour le jour. Il y en a quelques-unes. Mais quand on aura la complexité du génome d'un individu à comparer à la complexité du génome de sa tumeur, il faudra, pour gérer les millions d'informations qui rentreront dans le dossier chaque jour, des machines. On est très en retard là-dessus. Il y a Watson, l'ordinateur américain, qui a déjà 25 000 cancers avec tout le génome des tumeurs et vous allez voir apparaître des patients qui vont vous dire « Est-ce que vous avez consulté Watson ?» Parce que Watson fait toute la littérature sur votre tumeur en l'espace d'une heure, là où un cancérologue mettrait 30 ans pour la faire. Et Watson, après, vous conseille telle chimiothérapie, bien sûr fabriquée par un laboratoire américain. On ne peut pas rester en arrière de la main sur les données et les big data qui sont enfermés dans un sous-sol de la sécurité sociale et auxquels, pour toucher, il faut faire montre d'une patte blanche exceptionnelle. Nous allons prendre un retard. Il y avait un industriel français qui s'intéressait au big data médical et on lui a dit non, ça ne va pas être possible à cause de la confidentialité des données. On est fou. On est fou. Il ne faut pas perdre la main, non seulement dans notre pays, mais par rapport à l'international. Le big data qui est en train de venir en matière de médecine, nous allons devenir les infirmières des ordinateurs. Et donc, si nous n'avons pas la maîtrise de quel logiciel, de quelle filière, de comment ça se traite, et ça se règle maintenant, nous serons perdus et juste dépendants de ce que nous diront les Américains.
Sans transition, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Une opportunité pour des questions à gauche. Alors moi j'aurais deux réflexions. Ce matin j'ai entendu que Éric Prada au DIM des Hospices Civils de Lyon, j'aime bien qu'on parle des DIM dans les congrès. Alors l'hôpital doit sortir de ses murs et mettre des PH au champ, comme l'a proposé Israël Nizan. Ça me paraît être une bonne idée, parce que l'idée de sortir l'hôpital des murs, c'est pas de garder les PH dans les murs de la ville, mais c'est de les mettre au champ. Et quand je dis au champ, c'est pas du tout péjoratif, ça va dans le même sens. Donc je pense qu'on est d'accord. Je voulais faire une petite réflexion sur le 7 millième de l'ENC pour dire qu'il y a un 8 millième aussi, et que le 8 millième, s'il a 18 sur 20, il ne mérite pas forcément Guéret, mais il peut très bien aller dans une plage à Nice. Parce que le problème du 7 ou du 8 millième de l'ENC, c'est le problème de sa note, pas tant de son rang. Parce qu'il y aura toujours un 8 millième si on garde l'ENC. Et le 8 millième pourra très bien avoir 18 sur 20, et il se posera le problème d'équiper l'hôpital de Guéret d'un 8 millième qui aura une bonne note. Et enfin, dernière question, si je peux me permettre, Gabriel. Je voulais poser une question à François Crémieux, qui me semble poser des bonnes questions, surtout qu'il a parlé de nous. Et pourquoi imaginer l'hôpital de 2025 en partant d'un case mix même tordu? Et pourquoi ne pas imaginer ce que pourrait être l'hôpital de demain en partant de rien? C'est-à-dire en faisant une espèce de brainstorming à plusieurs pendant une semaine ou 2 semaines, avec surtout des associations ou des représentants des usagers, et d'imaginer quel est le besoin qu'on pourrait avoir d'un hôpital qui n'existerait pas et dont en faisant fi du passé. Parce que l'histoire de l'hôpital, c'est quand même ce qu'a rappelé ce matin Jean-François Mattei, c'est quand même le plein temps hospitalier date de 1958, donc ça ne fait pas très longtemps que les médecins sont à l'hôpital à plein temps. L'hôpital, c'était les indigents. Le plus vieil hôpital de France, vous le saurez l'année prochaine. Pourquoi, donc ma question est simple, pourquoi ne pas partir de rien et pourquoi se cantonner à un case mix qui finalement est une mesure de l'activité hospitalière d'aujourd'hui, dont on sait qu'une partie n'est pas forcément légitime, on sait que pour une partie des gens sont dans un lit mais il n'était pas forcément, c'était pas forcément utile de les garder dans un lit, et pourquoi ne pas essayer d'imaginer un hôpital demain sans prendre en considération ce qu'est l'hôpital aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors, c'est juste oui ou non? Est-ce que c'est la pause? Je crains que ce soit oui et non, on fait les deux. C'est-à-dire que l'enjeu, quand vous essayez d'imaginer un outil comme un nouvel hôpital et que ça a échéance de 10 ans, c'est de minimiser le risque d'erreur. Il y en a un, et on a vu ouvrir des hôpitaux où on s'est dit a posteriori, on a fait des erreurs il y a 10 ans dans la conception. Donc l'enjeu, c'est minimiser les risques d'erreur. Pour ça, il y a une série de stratégies assez bordées, hein, c'est pas simplement du bon sens. Dans les stratégies, il y a effectivement notamment de ne pas se contenter de tirer les tendances avec le risque éventuellement de les tirer mal. On a par exemple un sujet en ce moment sur l'activité de chirurgie ambulatoire. Est-ce qu'on prend la courbe actuelle et qu'on la tire sur la même tendance? Est-ce qu'on est au niveau d'une asymptote et qu'il faut anticiper le fait que ce soit plus compliqué que ça? Et donc on fait les deux avec à la fois des groupes de travail très ouverts, avec des étrangers, des patients, des gens de d'autres secteurs, etc., pour réfléchir page blanche. Et puis d'autre part, on essaie de regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment est-ce que tout ça va évoluer. Donc il faut faire les deux.